Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment ravis avec Shirley de vous accueillir ce soir sur cette thématique qui nous paraissait indispensable d'évoquer enfin dans nos webinaires. Donc vous l'aurez compris, la sexualité, la vie intime et affective des personnes âgées, et notamment des personnes âgées en institution. Tout à fait. Donc, bonsoir à tous. Merci d'avoir peut-être bravé la neige pour nous rejoindre sur ce webinaire. J'en rajouterai pas plus. Je suis aussi ravie que Marie de vous retrouver parmi nous et de voir que ce sujet ô combien passionnant mais aussi complexe attire de monde. Donc, ça veut dire que on a un vrai besoin de discuter de ça. Donc, c'est très bien. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que on a des oreilles attentives au bout de l'ordinateur, je peux dire ça comme ça. On va donc démarrer. Je te laisse, euh, je te laisse peut-être prendre la main pour te présenter, Marie, et puis je prendrai le relais après. On va commencer un peu par dire qui nous sommes. Ouais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Lambach, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Voilà, partie de cette équipe incroyable de Montessori Lifestyle depuis maintenant un certain nombre d'années. Après une expérience en unité cognitive et comportementale, là actuellement je travaille en EHPAD, à l'EHPAD Mathilde Laurent, qui applique une approche centrée sur la personne au quotidien, voilà, et avec une petite expérience aussi à domicile centrée personnes âgées. Voilà, Ok, je te passe la main, Charlie. je prends. Moi, je suis Shirley Trouville, donc je suis formatrice spécialisée en approche Montessori au sein d'AG&D Montessori Lifestyle depuis quelques années maintenant. J'ai eu la chance de découvrir cette approche par le biais de mon métier d'infirmière. Voilà, j'ai travaillé dans des structures diverses, en commençant par l'hôpital, puis après en retournant à l'EHPAD où j'avais fait mes premières expériences en tant qu'auxiliaire de vie. Et j'ai souhaité retourner vers ce public que j'ai toujours aimé accompagner. Et puis après, je me suis orientée vers l'accompagnement à domicile aussi, au sein d'HAD, de SIAD. Et voilà maintenant quelques années que j'ai stoppé ma mission d'infirmière première pour être à 100% au sein d'AG&D et développer les super projets qu'on a autour de Montessori. Et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon expérience d'infirmière aussi dans cette notion de vie affective et sexuelle des personnes âgées. Voilà un petit peu. On continue du coup. Alors, on va faire juste un petit rappel au cadre. Je vais laisser la main à Marie sur cette diapo, juste pour s'assurer que tout fonctionne bien pour tout le monde et que ce soit agréable. Donc juste pour poser quelques éléments de cadre, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser l'onglet Q&R exclusivement pour vos questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire. On se prendra un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Et donc au fur et à mesure, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Ça les fera remonter dans le fil des questions et donc elles seront abordées en premier au moment du temps d'échange. N'hésitez pas aussi à partager vos réflexions, vos expériences dans l'onglet Converser, dans l'onglet Chat en fait. Et tous vos commentaires en lien avec le webinaire, sans que ça comporte pour autant des questions. Si vous avez une quelconque difficulté durant le webinaire au niveau du son notamment, n'hésitez pas à aller dans l'onglet à gauche, l'onglet audio, paramètres audio pour régler vos éventuelles difficultés. Pour que ce soit également un peu plus confortable, vous pouvez régler la taille de l'affichage au niveau visuel. Il est possible qu'à un moment donné aussi, l'écran se fige. Ne paniquez pas, c'est probablement une difficulté au niveau du réseau. Soufflez quelques secondes, quelques minutes, ça va revenir.
Petit élément de cadrage qui va être important, notre webinaire sera normalement en replay, comme habituellement, et disponible gratuitement. Mais compte tenu de la thématique, on on veut quand même amener un point de vigilance sur le vocabulaire à utiliser, de rester évidemment dans le respect, de veiller à pas utiliser du vocabulaire qui pourrait être jugé vulgaire ou grossier ou discriminant également. Mm. Voilà, il est possible, du fait de certains propos, dans le webinaire ou de certains visuels aussi qu'on va proposer, parce qu'on a la chance de pouvoir, avoir, obtenu des autorisations d'artistes, de photographes, qui nous ont permis de partager leur travail. Mais voilà, la politique, YouTube étant ce qu'elle est, on n'est pas à l'abri que, effectivement, on passe, dans les mailles des restrictions par rapport à certains éléments. Voilà. Normalement, ça devrait aller, mais bon, c'était important pour nous quand même de le préciser. Ouais. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Charlie. Non, 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 non. C'est vrai que ça sera aussi un peu la surprise. Nos jeudis Montessori sont toujours accessibles sur notre chaîne YouTube. Comme vous savez, l'idée c'est de pouvoir avoir ces temps de partage et de débat avec vous et ensuite de les rendre accessibles pour les personnes qui n'auraient pas pu être présents et qui seraient intéressées. C'est vrai que là, du coup, on a un gros point d'interrogation sur la possibilité de le diffuser. Alors évidemment, il y a des mots normalement tabous. Mais dès lors qu'on parle de sexualité, ça peut être jugé comme tabou. Donc évidemment, on va le faire dans le respect et en amenant un vrai sujet sérieux. Mais voilà, c'est pas nous qui déciderons derrière de maintenir ou pas notre visionnage de webinaire. On verra. Dans tous les cas, ce qu'on voulait juste ajouter, c'est que si jamais on était amené à devoir être coupé et que c'était enlevé de YouTube et que vous souhaiteriez revoir ce webinaire, évidemment, vous pourrez toujours nous écrire par mail pour nous demander la possibilité de vous renvoyer peut-être l'enregistrement ou de l'envoyer à quelqu'un à qui vous voudriez le partager. C'est toujours quelque chose qui pourra être fait si jamais. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Ok, du coup, on va vous proposer de participer aussi là pendant quelques minutes. Alors c'est vrai que c'est des webinaires qui sont plutôt uniquement dans un sens que dans l'autre, mais on aurait envie quand même de vous proposer un petit sondage, notamment pour mieux vous connaître et pour savoir qui se trouve au bout de l'écran. Voilà, parce que c'est intéressant pour nous aussi de savoir quelles personnes sont intéressées par ce sujet. Donc là, je vais vous proposer de lancer un petit quiz que vous allez voir apparaître à votre écran et qui va être accessible pendant quelques secondes pour que vous puissiez y répondre. Donc je lance le quiz et c'est à vous de jouer. Normalement, si tout va bien, le quiz est lancé. Vous avez 4 questions. Je vois que ça commence à répondre, donc c'est que ça doit marcher. En effet, je vous remercie. Je vois 49 réponses sur 77 et ça continue de monter. Donc, c'est que ça fonctionne. Très bien. 65 réponses. Je sais pas, Marie, si tu vois le sondage de ton côté. Non, moi j'ai pas de visibilité sur les résultats. Ok. Donc là, on est à 70 réponses sur Oui, on a un taux de 77. participation de presque 100%. Parfait. Waouh, C'est mieux énorme. que la plupart des sondages. C'est clair. C'est énorme. 71 réponses. Je vais le laisser encore ouvert quelques secondes pour les derniers arrivés. Ok, très bien. Merci à tous. Je le laisse encore un petit peu ouvert. Je ne sais pas si on a un résumé qui s'affiche, mais dans tous les cas, voilà, à titre informatif, donc on a 83% de professionnels de santé présents sur ce webinaire et on a 16% de particuliers.
On a une grande majorité de psychologues et de neuropsychologues. Marie, ta confrérie est présente en force. Voilà, on a beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, psychomotriciens, de directeurs et de directrices, d'orthophonistes, d'autres catégories professionnelles. Si vous voulez nous préciser dans le chat à quoi correspond votre autre catégorie professionnelle, n'hésitez pas. On a 56% de personnes travaillant en EHPAD, 5% en accueil de jour, un peu de personnes en USLD, en SIAD et en SSR. On a 18% d'étudiants, Ok. personnes travaillant en SAD, autres. Et voilà, dans la présence des personnes qui se sont définies comme des particuliers, on a 91% de personnes curieuses d'en savoir plus et 9% de personnes qui se sentent concernées. Voilà. Je vais mettre donc fin au sondage. Ça nous permet d'avoir une visibilité. Ah bah je pourrais le partager pour le coup, en fait, ça me le propose après. Bon, excusez-nous, on découvre l'outil en même temps, hein. Mais voilà, il y a possibilité de partager. Donc là, si je monte, normalement, tu vois là les résultats. Moi, je vois le sondage, pas les résultats. D'accord, tu vois juste les questions. Oui. Ok, très bien. Bon, bah je les ai partagées à l'oral de toute façon. Donc, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Ça nous permet un peu mieux de savoir qui se trouve de l'autre côté de l'écran et c'est toujours intéressant pour nous parce qu'on est, voilà, on vit avec son temps via le biais des webinaires, mais on aime bien être quand même un peu connecté avec les personnes qui viennent nous écouter. Donc, on avance tout de suite à la slide d'après. Alors, bah, on va lancer le sujet, hein, parce que on va arrêter de tourner autour du pot. Il y a un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, pour lancer ce sujet, on voulait vous proposer une petite vidéo d'introduction que Marie m'a partagée. Alors, je te laisserai partager peut-être tes sources, Marie, mais voilà, qu'on a trouvé assez intéressante pour aborder tout de suite bah, le sujet qui nous réunit ce soir. Alors, c'est parti, je vous lance la vidéo. Yeah, just sit right here. Let me show you something. Party, party, yeah. Let's get this party started. Party, party, yeah. Let's get your body rocking. Party, party, yeah. Let's get your body moving. Party, party, yeah. Let's get it on. Party, party, yeah, yeah. Party, party, yeah, yeah. Voilà. Petite vidéo qui fait peut-être sourire ou qui laisse sans voix, mais en même temps, vidéo bien réaliste qui nous partage l'importance d'utiliser des préservatifs, y compris en étant une personne âgée, puisque les maladies sexuellement transmissibles n'ont pas d'âge, évidemment, et qui en même temps représente vraiment, je pense, quelque chose qui vient bousculer un peu les codes, puisque c'est pas très courant quand même de voir ce genre de vidéo sur nos télés actuelles. Marie, est-ce que tu veux partager où est-ce que tu avais trouvé cette vidéo? Alors, pour le coup, c'est une ancienne collègue à moi, Marie-Laure Portales, que je salue si à l'occasion elle regarde le webinaire, qui m'avait partagé cette vidéo qui est en fait une campagne de prévention de l'État de Floride, qui a une population vieillissante et qui est quand même malgré tout touchée par les maladies sexuellement transmissibles et le VIH aussi. Et donc, ils avaient fait une campagne de prévention à destination plus particulièrement des seniors. Et la vidéo était vraiment intéressante parce que justement, elle bousculait un petit peu les idées reçues et les tabous autour de la sexualité et de la vie affective des personnes âgées, qui Mm, n'est pas souvent représentée, en particulier dans les campagnes de prévention de la santé sexuelle. clairement. Et je pense d'ailleurs qu'elle peut créer une certaine forme de malaise quand certaines personnes la regardent, mais c'est aussi ça qui est intéressant pour le coup de comprendre. Tout à fait. Donc voilà, donc hop là, le thème est lancé, donc bah, évidemment on va faire le lien avec cette notion de représentation et de pourquoi ça peut nous bousculer et en quoi l'amour et l'affection en étant vieux, c'est possible. Là Marie, je te laisse la main sur cette slide-là. C'est vrai que avec Shirley, la thématique nous tenait à cœur parce que finalement, ce sujet-là
de l'amour, de l'affection et de la sexualité des personnes âgées, elle reste encore extrêmement taboue. Alors même si j'ai souri là ces dernières semaines parce que au même moment où on préparait le webinaire, je suis tombée sur plusieurs conférences, journées thématiques sur le sujet. Et donc je me réjouis que ça puisse vraiment se démocratiser un peu plus et qu'on en parle un peu plus. Malgré tout, ça reste quand même un tabou avec beaucoup de représentations négatives. Tout d'abord, bah, finalement, il va y avoir une espèce de vision de la personne âgée comme n'ayant plus de libido, n'ayant plus de désir sexuel, hein. Finalement, plus on avance en âge, moins on a envie de faire l'amour. On verra que peut-être c'est pas si vrai que ça. Il y a aussi toute une représentation de la société qui cultive plutôt une vision du corps jeune, musclé, svelte, et bah, les corps âgés, avançant en âge, ils peuvent représenter plutôt l'antithèse de ce corps un peu valorisé dans la société. Avec des réflexions du genre, mais comment deux personnes âgées peuvent s'attirer entre elles, c'est dégoûtant, ça dégouline partout. Finalement, il y a vraiment cet aspect-là dans les représentations sociales de beaucoup de personnes. Il va y avoir aussi des représentations plutôt en lien avec la fragilité. Finalement, une personne âgée, elle est vulnérable, elle est fragile, et donc elle ne peut pas physiquement, de toute façon, elle va être douloureuse pendant les rapports sexuels. Et un aspect aussi, parfois un peu plus de dépendance, hein, physiquement. De toute façon, ça n'est pas possible. C'est ce qui est intéressant aussi dans la vidéo. On peut voir que, bah, en fait, on peut être âgé et être physiquement apte à avoir des relations et effectuer différentes positions aussi. Ok, je pense que c'est des choses que vous avez certainement déjà entendues autour de vous et que c'est souvent le genre de retour qu'il peut y avoir autour de ce sujet-là, en effet. Et puis, ah oui, il y avait cette notion de c'est honteux et c'est pervers, ce que tu as nommé un peu tout à l'heure aussi, hein. Mm. Oui, il y a vraiment, quand on active personnes âgées et sexualité, souvent l'image qui vient, c'est le vieux monsieur libidineux qui a envie de toucher les fesses des infirmières, quoi. C'est vraiment l'archétype de ce sujet-là. À ce sujet, on avait Jérôme qui nous avait raconté l'histoire du monsieur qui réclamait sa pipe. Je sais Ah pas si oui. tu veux la raconter, Charlet. Alors, je pense que je la raconterai pas aussi bien que Jérôme, mais en effet, il nous avait partagé que lors d'un accompagnement dans un EMS, il avait été confronté au cours d'une formation à une équipe qui avait voulu lui remonter un comportement problématique chez un des habitants de l'EMS, qui était notamment un monsieur qui était décrit comme désinhibé, avec une certaine forme de perversité dans ses propos, et notamment parce que régulièrement, en fin de journée, il demandait à avoir une pipe. Il disait qu'il aimerait beaucoup avoir une pipe, que voilà, c'était un moment où il aimerait, il aimerait avoir une pipe, et donc ce qui était plutôt très mal perçu par les équipes, hein, puisque voilà, en ça, elles entendaient que bah, il avait un besoin sexuel et qu'il l'exprimait très librement et de manière peut-être un peu crue aussi dans les mots utilisés. Et on a, alors on a des principes hein, avec notre vision Montessori dans l'accompagnement, c'est toujours de se demander pourquoi la personne peut avoir ce genre de comportement. Et en l'occurrence, les réponses, souvent d'aller les chercher, donc qui est la personne, quelle est son histoire. Et en fait, en démêlant un peu avec les équipes bah, de cette manière-là le comportement du monsieur, il avait été, donc l'enquête avait été résolue le temps où il était là-bas, puisqu'il avait été compris par la suite, grâce à sa fille, qu'en fait ce monsieur adorait fumer la pipe et qu'il fumait toujours la pipe en fin de journée chez lui, c'était sa petite routine. Et qu'en fait, dans le cadre de ses troubles cognitifs, alors il l'exprimait pas de cette manière-là, mais il disait qu'il aurait bien aimé avoir une petite pipe sur cette fin de journée. Voilà. Donc les mots étaient peut-être pas les, les bons mots utilisés à ce moment-là ou ont mal été perçus. C'est toujours une question de perception, mais comme quoi on peut vite coller des étiquettes dans tous les cas, dans ces moments-là aussi, sans que forcément il n'y ait de lien. Voilà. Alors, bah, et pourtant, parce que du coup, on parle de représentation, on parle de toutes ces notions qu'on peut avoir de ces personnes âgées autour de ce besoin affectif et sexuel, mais bah, malgré tout, on va rentrer dans le vif du sujet avec une autre vision qui est la nôtre. Là, Marie, je te laisse commenter cette citation.
Oui, il n'y a pas d'âge pour, c'est une citation de la psychologue Marie de Hennezel, qui nous avait pas mal, impactés, qui vient de son livre, L'âge, le désir et l'amour, si je le cite, correctement. Il n'y a pas d'âge pour le désir amoureux, pour la joie érotique et l'intimité charnelle. Il suffit de laisser faire les cœurs et les corps qui savent faire l'amour. Mais si l'on cherche à retrouver ce que l'on a connu plus jeune, alors on est perdu. Et on évoquera un peu plus tard dans le webinaire aussi justement cette, représentation de, ce qu'est, la vie, intime, affective et sexuelle en avançant en âge et la problématique aussi des représentations qu'on a parce que finalement, souvent, on a tendance à coller une étiquette, les représentations qu'on a de la sexualité des personnes, très jeunes, qui souvent, est pas tout à fait la réalité des personnes qui justement ont de l'expérience, dans Mhm. les relations, affectives, quoi. Complètement, complètement. Euh, et du coup, bah justement, on a aussi une habitude, c'est d'aller demander aux personnes concernées ce qu'ils en pensent. Alors là, ça va être une vidéo un petit peu différente de celle de tout à l'heure, mais qui là donne la parole à, bah, à ces seniors qui ont envie aussi de s'exprimer sur le sujet. Avec là, on a choisi une petite séquence d'un extrait de film qui s'appelle L'érotisme et le vieillage, qui est très intéressant d'ailleurs si vous l'avez pas vu et que ça pourrait vous intéresser de regarder des films ou des documentaires à ce sujet, il est très intéressant. Et donc là, on a choisi une séquence en l'occurrence où vous allez entendre différentes personnes âgées parler de leur sexualité, de leur vision de la sexualité. Alors, à la fois dans cette idée que, bah oui, c'est plus tout beau, tout rose comme avant, et en même temps de dire, ah ouais, mais elle est toujours quand même bien présente. Voilà, et on trouvait cette petite séquence assez intéressante, donc on vous laisse l'écouter et puis on reprendra la main après. Voilà. Je crois juste avoir vu un message de Carole qui doit nous quitter, et donc bah, j'espère que vous aurez accès au replay. Et oui, on sera disponible si vous avez des questions. Allez, je lance la vidéo. J'avoue que ça m'agace d'entendre les spécialistes et ceux qui se prennent peut-être pour des spécialistes des fois à la télévision ou dans les médias et qui nous prônent, qui nous disent fort que la vie sexuelle, l'érotisme, c'est possible toute la vie jusqu'à la fin, puis c'est merveilleux, puis bon. En vieillissant, je constate que l'appétit diminue. S'il fallait que cet appétit-là soit aussi grand, mais que notre corps est moins bien organisé pour le satisfaire, ça serait fichement frustrant. Puis la sensualité est beaucoup plus importante que la sexualité. Je vois souvent des photos qui me fascinent, des deux bonnes vieilles personnes assises dans une chaise berceuse avec une couverte sur les genoux. Mais il y a une main badinante qui se promène en dessous. Ils se tiennent juste par la main. Ça, c'est la tendresse, c'est l'affection qui se manifeste, c'est la continuité d'une longue vie. Ils ne se sont jamais retrouvés comme ça, puis là, ils sont bien. J'ai connu un grand-père qui disait que la libido, ça mourirait 3 jours après sa mort. Voilà pour vous donner un petit aperçu. Donc euh, là, bah, qu'est-ce qu'on entend? On entend cette femme qui témoigne et on sent qu'elle a envie, elle, d'en parler avec ses mots à elle, qui ne sera pas une experte, mais en tout cas qui est l'experte de son corps et de ses besoins, ça c'est une certitude, et qui amène cette dimension de le corps est plus aussi bien organisé. J'aime bien ces mots là-dessus, mais peut-être qu'on va vivre ça différemment. Et puis ce monsieur qui pose les mots, hein, sexualité, sensualité, tendresse, en effet, toutes les nuances qu'il peut y avoir autour de ça et comment, bah, comment en fait on pose un regard sur ça, puisque c'est des notions de vie sexuelle et affective qui font partie aussi de ce besoin. Donc comment on observe tout ça? Et puis ce petit commentaire de cette personne qui disait que la libido partirait 3 jours après sa mort, que je trouve assez drôle et intéressant aussi, de dire bah, peut-être qu'on peut avoir aussi une libido encore très active et présente jusqu'à la fin, jusqu'au bout, pourquoi pas. Voilà.
Donc voilà, c'était cette J'avoue que petite séquence qu'on voulait vous présenter. Mais du coup, maintenant, en réalité, avec quelques chiffres et quelques faits, c'est quoi la sexualité, enfin le besoin de vie affective et sexuelle chez les personnes âgées? Je vais laisser la main à Marie sur cette diapo. Juste pour rajouter, ce que je trouve aussi intéressant dans l'extrait vidéo qu'on vient de voir, c'est la variabilité d'un individu à l'autre. De la même manière que à n'importe quel âge de la vie d'adulte, ben, chaque individu peut avoir une sexualité très différente de l'autre et peut avoir une sexualité très différente aussi en fonction des périodes de sa vie. Ben, pour les personnes plus âgées, en fait, c'est la même chose, quoi, à n'importe quel âge. Et je rebondis, il y a Fred qui faisait un commentaire sur est-ce que les Canadiens sont plus ouverts sur le sujet. Depuis quelques années, il y a une série française qui existe sur le sujet qui s'appelle Septième ciel, Mm. qui est très très chouette. Donc bah, peut-être qu'en France, on n'est pas si fermé que ça sur le sujet non plus, et ça serait intéressant de pouvoir comparer. En tout cas, pour revenir sur les chiffres. Il y a de plus en plus d'études ou d'enquêtes qui ont été réalisées sur le sujet. Et notamment, on retrouve ce chiffre de 53% des 65-74 ans et 26% des 75-85 ans qui ont eu une activité sexuelle durant les 12 derniers mois. Et on voit qu'il y a effectivement une baisse de la proportion, mais il se trouve que parmi les personnes qui n'ont pas de relations sexuelles, en fait, 39% expriment que c'est parce qu'elles n'ont pas de partenaire disponible. Mm. Et donc, ça peut s'expliquer notamment, par exemple, pour les femmes hétérosexuelles, par un manque de disponibilité des partenaires avec l'avancée en âge à cause du décalage de l'espérance de vie. Mm. Complètement. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que oui, la sexualité solitaire, Maëva, effectivement, elle est peut-être sous-évaluée. Ouais. Et alors ça, c'est des constats qu'on fait à n'importe quel âge de la vie. Il y a une tendance des femmes à sous-répondre à ce type de questions pour plein de raisons de société, de représentation, de désirabilité sociale, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, l'écart entre l'activité sexuelle des jeunes et l'activité sexuelle des personnes âgées, il a tendance à se réduire. Et il y a une enquête IFOP qui a fait beaucoup parler d'elle cette année à propos de la vie sexuelle de la population française. Et il se trouve que 28% des 18-24 ans ayant déjà eu un rapport sexuel au cours de leur vie n'ont pas eu d'activité sexuelle au cours des 12 derniers mois. Et c'est le cas de 39% des 60-69 ans. Donc on voit que finalement l'écart, il n'est pas si important que ça et que effectivement, il a tendance plutôt à se réduire avec les époques. Mm. Et oui, les époques se suivent mais ne se ressemblent pas. Je continue? C'est bon pour toi? Vas-y. Ok. Et on a ce petit encart sur le 8% une fois en institution quand même. Oui, bah, après on verra que les conditions d'exercice de son besoin d'activité sexuelle, érotique, intime est largement menacée une fois qu'on rentre en institution, Mm. ce qui explique les chiffres, pas seulement à cause des fragilités, incapacités et handicaps, mais il y a une vraie question aussi environnementale en lien avec ces aspects-là, quoi. Bien sûr. La personne âgée ayant une vie affective deviendrait-elle en menace d'extinction? Arrivée en EHPAD? C'est une vraie question pour le coup. Alors, d'autres chiffres, du coup, aussi intéressants en lien avec ce que Marie vient de vous partager, c'est aussi cette notion de qu'est-ce qu'on ressort de ces relations intimes, de ces besoins sexuels et affectifs, et qu'est-ce que bah, les personnes âgées en ressortent. Alors là, on voit que 91% des personnes âgées disent être satisfaites de leur relation intime, alors même si celle-ci a changé, même si en effet elle est différente que le corps est différent et que les besoins sont différents, ça emmène quand même toujours une forme de satisfaction majeure, donc c'est intéressant. On va avoir 12% de personnes âgées de plus de 65 ans qui déclarent aimer faire l'amour et le faire presque autant qu'ils en ont envie.
Donc là, on peut se poser la question, c'est 12% de ceux qui osent le déclarer déjà. Peut-être que c'est pas évident d'oser déclarer ça. Déjà, je pense à n'importe quel âge de la vie. C'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits. Mais avec cette idée, par contre, aussi de dire, je le fais aussi presque autant que j'en ai envie. Et donc avec cette satisfaction de ce besoin qui est quand même bien là. Malgré tout, 36% de cette population aimerait avoir des relations sexuelles plus fréquentes. Voilà, donc il y a quand même un besoin et une envie chez une proportion de ces personnes. Et 29% des personnes âgées de plus de 80 ans déclarent avoir un désir sexuel toujours bien présent. Donc, comme quoi l'avancée en âge n'est pas forcément synonyme de absence de désir sexuel, là où on voyait avec la slide d'avant, avec Marie, que souvent on a tendance à se dire non, mais arrivé à un moment, c'est bon, de toute façon, le désir sexuel n'est plus là. Bah, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas de règle. C'est comme tout en fait, hein. L'être humain est ainsi fait, c'est qu'il n'a pas de règle dans son fonctionnement à ce niveau-là. Donc voilà. Et on a encore 41% de ces personnes-là qui se trouvent séduisantes malgré toutes les représentations qu'on peut en faire. Donc ça aussi, c'est des résultats d'études hein, qui ont été menées par l'Ipsos, par des recherches des petits frères des pauvres qui ont été récemment là très actifs sur le sujet, hein. Ils ont publié énormément de choses, ils ont été très proactifs pour parler du besoin de vie affectif et sexuel des personnes âgées. Donc c'est assez intéressant d'aller voir tous ces rapports et tous ces comptes rendus d'enquête qu'ils ont fait. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marie, sur cette slide. Non, ça me paraît bien complet, mais effectivement, on voit que de plus en plus, même si le sujet reste difficile à aborder, il y a quand même une ouverture qui se fait, et notamment grâce effectivement à la prise de position de certaines associations, notamment, quoi. Et oui, clairement. Donc voilà. Alors après, là, on vous parle de statistiques sur le besoin, sur la population, mais évidemment, on va aussi parler des changements qui s'opèrent, parce que parler de sexualité ou de besoins affectifs en vieillissant est en lien avec différents facteurs. On a toujours tendance à nommer cette idée de l'environnement qui va impacter nos besoins. Et donc, bah, c'est vrai que, soyons honnêtes, hein, à différents niveaux, il va y avoir des influences qui vont faciliter ou pas aussi cette réponse à ce besoin. On va avoir déjà tout ce qui est physiologique, hein, donc on l'a nommé, on l'entend d'ailleurs dans le témoignage de l'érotisme et le vieillage, mais bah, la ménopause et l'andropause nous font vivre des changements hormonaux qui vont avoir forcément des impacts, notamment je pense pour les femmes sur cette baisse de lubrification qui sera moins présente et donc du coup qui est censée faciliter les rapports, qui peut devenir plus complexe, l'andropause qui peut amener aussi des effets sur l'érection qui du coup va changer, va être peut-être moins ferme, moins longue, donc qui va demander aussi une adaptabilité par rapport à ça. Cette baisse de libido qui peut y avoir aussi en lien avec tous ces facteurs physiologiques et notre libido qui peut diminuer, mais encore une fois, on n'est pas tous égaux face à notre libido et ça, peu importe l'âge, mais c'est sûr que ça va nous impacter plus tard. Notre modification du corps aussi, hein, qui devient différent à tous les niveaux en termes de peau, de qualité de peau, de sensation aussi, de toucher. Qu'est-ce que je ressens de l'autre quand il touche mon corps, quand il effleure mon corps. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, je peux être beaucoup plus sensible à du toucher et à de l'effleurement qu'à une pénétration en elle-même. Donc ça peut aussi amener une modification de cette sexualité, mais pas uniquement dans le mauvais sens. Ça amène à ouvrir à d'autres choses et à ce qu'on appelle l'éloge de la lenteur. Ça, je l'ai repris du film de l'érotisme et le vieillage, puisqu'il y a justement un homme qui explique que quand on est jeune, on cherche la quantité absolument et que voilà, on aime la performance du temps en se disant voilà qu'on est le plus fort, mais qu'en fait en vieillissant, c'est une éloge de la lenteur naturelle qui se met en place lors des rapports. Et je trouvais ça assez intéressant d'amener cette dynamique-là. On dit que ce qui caractérise la vieillesse, c'est le ralentissement. Bah, dans certains sujets, c'est peut-être pas si mal que ça pour le coup. On peut le voir de différents aspects. Donc ça, c'était un peu tous les facteurs physiologiques.
Tu me dis, Marie, hein, s'il y a des moments où tu veux ajouter des choses. Non, non, parfait. On a aussi tout ce qui touche évidemment aux facteurs environnementaux. Alors l'environnement à deux niveaux, hein, à la fois physique et à la fois social, évidemment. Alors au niveau, alors oui, l'incontinence, on y viendra en effet, Emmanuel, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut rentrer en compte, enfin qui rentrera certainement en compte d'ailleurs. J'ai une anecdote à ce niveau-là. Donc l'environnement avec, en arrivée en institution, hein, le manque d'intimité qui va être vécu de plein fouet par ces personnes-là qui auraient peut-être un besoin, mais qui se retrouvent dans un lieu dévoilé, partagé, donc avec une difficulté parfois de retrouver de l'intimité, même pour un couple hein, qui rentre ensemble et qui ne peut pas forcément se retrouver dans une chambre commune, ne pas forcément partager encore un lit, voilà, ou alors dans les chambres d'EHPAD, hein, c'est des lits individuels, et si jamais je tombe amoureux de quelqu'un et que j'ai besoin d'être proche de cette personne, comment ça se passe? Donc ça peut être compliqué. Le manque de matériel adapté aussi. Qu'est-ce qui est amené comme matériel adapté à ces personnes-là? Notamment, on parlait tout à l'heure de cette baisse de lubrification. Comment on peut amener peut-être justement des gels intimes, ce genre de choses. On parlait de plaisir solitaire. Est-ce qu'on peut amener aussi des jouets sexuels pour pour les plaisirs solitaires? Comment est-ce qu'on est à l'écoute de ça? Comment est-ce qu'on amène ce sujet-là aussi pour ce public-là? Alors récemment, j'ai vu qu'il y avait on va dire des produits, entre guillemets, qui sont vendus spécial senior. Ça commence à arriver. Je sais que voilà, sur un congrès où j'étais il n'y a pas si longtemps, j'avais vu ce type de produit qui était présent et je trouvais ça intéressant de voir que bah, on s'intéressait à peut-être adapter aussi en fonction du public le matériel. Donc voilà. Il va y avoir évidemment le regard porté par l'entourage. C'est jamais évident, je pense, de se remettre avec quelqu'un, avoir à nouveau des rapports, une vie intime avec une personne quand on a été marié à quelqu'un d'autre, quand notre conjoint est décédé, le regard que les enfants peuvent porter sur nous, que les autres peuvent porter sur nous, quand on a ce besoin et qu'on l'exprime ou qu'on le partage. Ça peut amener une certaine forme de, peut-être parfois de honte de vivre ça de manière cachée. Et donc forcément, c'est pas facilitant non plus. Et puis les comportements et les réactions des gens. On en parlera à plein de niveaux, mais le fait de ne pas vouloir voir, de nier, de voir ça comme quelque chose de pervers. On en parlait tout à l'heure dans la première slide par Marie sur non, 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 c'est forcément quelqu'un de pervers dès lors que quelqu'un a un besoin. Bah oui, évidemment, ça complexifie les choses. Donc ça peut être des choses environnementales qui, voilà, qui ne sont pas simplifiantes. On a aussi les facteurs de changement médicaux. Donc évidemment, quand on vieillit, des pathologies peuvent être présentes et complexifier les choses. On peut être amené à avoir de l'incontinence, comme vous l'avez nommé tout à l'heure très justement. Les effets secondaires des traitements aussi, hein, on va pas se cacher sur le fait que certains traitements, alors peuvent avoir à la fois des effets très désinhibants, ce qui peut amener aussi des comportements par rapport à ça. Et puis, on peut avoir aussi tout l'effet inverse hein, par rapport à un besoin de vie affective et sexuelle. Et donc, ça peut d'ailleurs avoir des effets très délétères sur la personne. Je raconterai l'anecdote de Joanie là-dessus, hein, parce que je Oui, pense oui, qu'elle illustre bien ça. complètement. Voilà, et puis les handicaps divers dont la personne peut être atteinte et qui peuvent la mettre en difficulté dans cette manière de vivre cette sexualité aussi, avec tous les autres facteurs en lien dont on a parlé tout à l'heure, mais évidemment, c'est des choses qui peuvent complexifier les choses. Et enfin, l'histoire de vie. L'histoire de vie est un facteur aussi qui rentre en compte. Le fait d'avoir perdu son conjoint, qui a été peut-être le seul partenaire de notre vie, puisqu'on est aussi sur des générations où la liberté sexuelle et de pluri-rapport, on va dire, avec plusieurs partenaires, bah, n'était pas forcément quelque chose de courant. Donc ça peut aussi amener des problématiques là-dessus. Il y a un besoin qui peut être présent, mais est-ce qu'on s'autorise à entendre ce besoin dans la mesure où on faisait l'amour pour avoir des enfants à une époque et que voilà, c'était comme ça que c'était entendu, on va dire. Les codes de séduction qui changent aussi, hein, les générations changeant, les codes de séduction sont plus tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire qu'il faut être connecté sur les réseaux sociaux pour rencontrer du monde, que les codes ne sont plus tout à fait les mêmes.
les opportunités d'avoir du lien social. Si je suis quelqu'un d'isolé dans mon fonctionnement de vie, que j'ai perdu plein de monde autour de moi, que j'ai plus l'occasion de rencontrer des gens, aussi de sortir en vieillissant, bah, rencontrer des nouvelles personnes, créer du lien, et puis peut-être faire des rencontres amoureuses, ça peut être compliqué. Et puis la représentation du couple, alors très en lien avec la perte du conjoint, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot couple? Quelles sont les représentations qu'on peut avoir dessus et sur notre propre vie sexuelle? Alors, je vois que Driss met les comportements d'auto-stigmatisation, bah, clairement, hein, ça rentre aussi là-dessus. Je pense les étiquettes que nous-mêmes on peut mettre sur l'autorisation qu'on a ou pas d'avoir des rapports, de rencontrer des personnes, voilà, de pouvoir vivre une vie débridée sexuellement. Pas toujours évident. Donc voilà, donc ce sont autant de facteurs qui rentrent en compte. Alors, ils ne veulent pas dire qu'une vie sexuelle affective n'est pas possible, mais évidemment, ils vont avoir un impact et ce n'est pas à négliger ou à nier. Euh, pour illustrer juste l'exemple des effets secondaires des traitements, on a une de nos collègues, Joanie, qui nous expliquait que donc dans l'EHPAD où elle travaille, elle s'est retrouvée à avoir un entretien avec un des habitants de l'EHPAD qui avait une problématique et qui souhaitait lui en parler. Et au moment où ils se sont retrouvés tous les deux à échanger, la problématique que le monsieur a nommée très franchement et simplement a été de dire, voilà, ça ne va pas, je ne bande plus. Du coup, Joanie, donc, qui est psychologue, hein, a essayé d'entendre et d'écouter ce que ce monsieur avait à dire par rapport à cette problématique-là, et essayer de comprendre avec lui en quoi ça lui posait problème et qu'est-ce qui pouvait, selon lui, être à l'origine de ce problème. Et donc, ce monsieur qui exprimait que, bah oui, pour lui, c'était vraiment une problématique de ne plus bander, de ne plus avoir d'érection, a justifié ça auprès de notre collègue en lui expliquant que bah, c'est parce que c'était la nouvelle aide-soignante qui venait lui faire ses soins intimes et personnels, et qu'en fait, cette nouvelle aide-soignante, elle était moche. Et que comme elle était moche, monsieur n'avait plus d'érection. Donc, ce qui n'a pas manqué intérieurement de questionner ma collègue et de la faire sourire en se disant, mais est-ce que c'est vraiment ça la raison quand même? Mais c'était intéressant de voir que lui amenait cette réponse-là, et avec l'idée de se dire quand même, bon, la professionnelle n'y est pour rien, certainement, il doit y avoir une autre raison derrière. Alors, pour lui, ça a été une manière de répondre à ça, mais du coup, elle a mené une enquête. Et en fait, en creusant, elle s'est rendue compte que ce monsieur venait d'avoir un nouveau traitement neuroleptique qui avait été mis en place, et qu'en fait, ce traitement, en termes d'effets secondaires, avait pour effet donc de casser complètement la libido et du coup des troubles de l'érection qui vont avec. Chose que du coup elle a pu identifier et sur laquelle elle a pu agir quant à la prescription du médicament, et a pu rediscuter après avec le monsieur en levant cette idée reçue que c'était à cause de cette nouvelle aide-soignante que ce monsieur n'avait plus de capacité d'érection, alors qu'en fait c'était simplement un effet secondaire des traitements. Mais voilà, c'est des anecdotes, on peut en avoir plein comme ça, hein, en l'occurrence avec les médicaments, mais c'est assez intéressant de voir ce que lui a pu mettre derrière, et qu'il ait su le nommer d'ailleurs comme un vrai problème à son niveau, et qui a permis à ma collègue quand même de creuser, de trouver ce qui était à l'origine de cette problématique-là. Voilà, comme quoi il est bon d'en parler. Et d'informer les personnes, même si elles sont âgées, des effets secondaires des traitements qui leur sont prescrits, pour s'assurer quand même que ça ne n'impacte pas leur qualité de vie au quotidien. Et j'ai envie aussi de faire un petit ajout sur les codes de séduction, parce que parfois on est confronté aussi à un écart générationnel entre ce qu'était la séduction acceptable et acceptée et valorisée dans les années 60 et les codes de séduction aujourd'hui, et ce qui peut, et à juste titre, être vécu comme du harcèlement aujourd'hui, était une forme de séduction il y a 40, 50, 60 ans. Donc voilà, parfois il peut y avoir aussi une vision d'une personne qui cherche à entrer en contact, qui en fait sait pas le faire avec les codes d'aujourd'hui. Et par rapport
Mm. aux représentations et à l'autostigmatisation, je ferai aussi juste une petite parenthèse sur les personnes LGBT+, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes âgées, homosexuelles, trans, enfin, je veux oublier personne, mais on traversait des époques où l'homosexualité a été tour à tour considérée comme un crime ou un délit passible de prison, ensuite considérée comme une pathologie psychiatrique, avant d'être autorisée. Donc finalement, pour ces personnes-là, s'autoriser à vivre sereinement une vie affective et intime et sexuelle avec un ou une partenaire, ça peut aussi avoir des enjeux d'autant plus compliqués, quoi. Complètement. Et j'avais lu une étude récemment aussi, justement, sur la proportion de personnes âgées arrivant et qui, du coup, étaient homosexuelles et l'avaient vécu et l'avaient affiché, on va dire. Et cette perception de comment vivre leur sexualité avec cette avancée en âge. Et il ressortait le fait que c'était pas tant l'homosexualité et la perception de l'homosexualité qui leur posait problème sur l'avancée en âge que plus la notion d'avoir une sexualité en étant âgé, que ça prenait encore plus le pas que l'homosexualité elle-même et le regard qu'on pouvait avoir dessus quand même. Donc là, cette notion de double regard compliqué à Le gérer, stigma, ouais. Ouais, ouais, tout double à fait. stigmatisation, tout à fait. Mm. Donc voilà. On avance à la slide suivante. Donc, Ouais. alors, bah, si on parle des facteurs qui peuvent limiter ou qui peuvent influencer, évidemment, on va parler aussi des bénéfices, hein, parce que c'est important. Marie, je vais te laisser la main sur cette slide-là. Pourquoi finalement ça vaut vraiment le coup de s'intéresser au sujet et de se poser la question comment on peut aussi améliorer cet aspect-là de la vie des personnes que potentiellement on accompagne dans notre travail, bah, il y a plusieurs études qui montrent en fait des bénéfices pour les personnes âgées d'avoir une vie intime et sexuelle épanouissante, riche et heureuse. Tout d'abord, ça va être lié à une meilleure estime de soi. Également aussi, on va retrouver un meilleur fonctionnement cognitif pour les personnes qui ont une vie sexuelle et affective satisfaisante, des relations sociales de meilleure qualité, une amélioration aussi au niveau du moral et un meilleur sentiment d'indépendance. C'est également associé à un risque de cancer moins élevé, tout comme les maladies cardiovasculaires. Et il est à noter quand même une donnée qui est intéressante, c'est qu'un homme qui a 2 rapports sexuels par semaine, à partir de 60 ans, il augmente son espérance de vie de 50%. Donc finalement, quand même, ça vaut le coup de s'intéresser à cette composante de la vie. Il y a des données aussi sur, plus spécifiquement les bénéfices, même pour les personnes qui, ont un handicap cognitif, qui ont, des troubles neurocognitifs majeurs et certaines données ont montré que les personnes qui ont, des, relations sexuelles et des relations intimes, de qualité, ont moins de sensibilité à la douleur, ont, moins d'affects dépressifs et décrivent un sentiment de solitude moins important, mais ils vont aussi avoir une meilleure santé cardiovasculaire et exprimer un bien-être au niveau général. Fred, je n'ai pas malheureusement trouvé de données sur les bénéfices spécifiques pour les femmes, mais ça serait intéressant de le faire. Après, il y a probablement des éléments cardiovasculaires peut-être plus importants chez les hommes que chez les femmes, mais ça serait intéressant de faire ces données-là aussi. Exactement. À notre grand désarroi, en effet, on ne les trouve pas sur le public féminin. Mais je pense que c'est aussi en rapport avec l'espérance de vie moindre chez les hommes, et donc ça a été certainement étudié derrière. Mais peut-être que ça viendra. Tout vient, donc peut-être que ça viendra. Alors, du coup, sexe, vous avez dit sexe. Évidemment, là, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de parler de cette notion dans l'environnement professionnel, puisque c'est aussi ça qui vient percuter beaucoup de perceptions, de valeurs, de représentations qu'on a par rapport à soi. Et notamment, quand on parle de soins, puisqu'évidemment, alors moi, en tant qu'infirmière, quand je vous parle de soins, je pense tout de suite à cette notion de soins personnels, de l'intimité, la sphère intime dans laquelle on rentre quand on accompagne les personnes et évidemment la perception qu'on peut en avoir en tant que professionnel parfois avec euh, un,
process, on va dire, de déshumaniser un petit peu le soin pour pouvoir prendre du recul et réussir à rentrer en relation et à rentrer dans cette intimité comme si c'était tout à fait normal, puisque ça fait partie de notre métier, mais il n'en est pas moins une réalité, c'est qu'on rentre dans l'intimité de personnes et que bah, un corps reste un corps. Alors, on a tendance à le voir comme un corps qui a besoin d'être lavé, donc on va enlever toute notion de sexualité ou de sensualité sur ce corps-là qui va être un objet de soin, mais malgré tout, on va être dans une salle de bain avec une personne nue, on va effleurer son corps, on va toucher son corps, on va être amené peut-être à lui donner des sensations de plaisir. Ça a pu arriver à des moments, sans le vouloir, que ça provoque une réaction. Voilà, comment on aborde ça? Comment on le voit? Est-ce qu'on le voit déjà? Est-ce qu'on se donne l'autorisation de le voir, de l'identifier, de comprendre bah, que c'est pas forcément tout de suite pervers, mais que ça répond à un vrai besoin de la personne? Donc ça, c'est un vrai questionnement. J'ai un souvenir, mon premier stage infirmier en maison de retraite, où je me suis retrouvée à faire une toilette accompagnée d'une aide-soignante chez un monsieur donc complètement alité et qu'on réveille et vers lequel on va pour donc faire ses soins personnels de suite après l'avoir réveillé au petit matin et qu'au moment de déshabiller ce monsieur, évidemment, on le retrouve en érection, puisque c'est son érection du matin qui arrive, et qu'il a tout de suite été perçu comme un gros cochon pervers et s'est retrouvé à se faire, euh, comment je pourrais dire ça sans être trop violente, et en même temps, en ce moment, il était violent pour moi, donc voilà, mais en tout cas, à se faire verser un brodo avec des glaçons sur la partie intime pour calmer cette érection-là. Je crois que ça a été vraiment mes premiers questionnements à me dire, OK, waouh, alors là, il y a un truc qui se passe. Alors évidemment, j'étais jeune, j'étais mal à l'aise, c'était perturbant de me retrouver face à cet homme, voilà, qui réagissait de manière tout à fait naturelle, mais en même temps, voilà, la réaction qu'on a pu avoir, que cette collègue a pu avoir à ce moment-là, voilà, c'était vraiment, on sentait que c'était inapproprié et que la réaction a été violente. Donc il y a vraiment cette idée d'objet de soin et de rien d'autre. Et rien d'autre n'est admis parfois à des moments où on va fermer les yeux. Il y a cette idée de vulnérabilité aussi. Attention, les personnes âgées quand même sont des personnes fragiles, sont des personnes vulnérables. Donc si elles se mettent à avoir une sexualité, bah, ça peut être dangereux, elles peuvent se faire mal. Donc du coup, il faut mieux interdire ça avant qu'il y ait un problème. Notamment, je me rappelle d'une dame qui, bah, pour se faire du bien, trouvait des objets qu'elle s'introduisait dans le vagin et donc bah, qui, de ce fait, parfois se mettait en danger puisqu'elle prenait des objets inappropriés et que l'équipe était en difficulté parce que se disait non, non, mais elle doit surtout pas faire ça et donc du coup, il faut qu'on lui enlève tout ce qui peut être à portée de main et qu'elle pourrait utiliser pour ça, mais sans vraiment se poser la question du pourquoi de ce comportement-là, pourquoi le problème, et que en fait, au lieu de l'interdire, peut-être qu'il faut le permettre, mais différemment, et de réfléchir à ça. Et donc, enfin, j'avais posé la question de dire, mais pourquoi est-ce qu'on lui fournirait pas un sextoys? Et alors, on m'avait regardé avec des grands yeux en se disant, mais un sextoy, mais quelle idée! Bah oui, enfin, et pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, voilà, ça peut être un matériel comme un autre pour une personne qui en a besoin et elle va pas se casser en deux parce qu'elle utilise un sextoy, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui, on sent que ça, voilà, que ça chamboule, que ça percute, que ça vient bousculer avec cette idée de non, non, mais de toute façon, on est sur une personne qui est un objet de soin et qui est fragile, donc c'est pas entendable, ce genre de choses. C'est pas. J'ai juste une anecdote rapide à ce propos, mais à l'occasion d'échanges avec des collègues, en fait, on avait informé nos collègues de l'équipe de soins que nous avions à disposition des sextoys qu'on nous avait offerts à destination des habitants et qu'on avait
et qu'on avait la possibilité de le donner à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, certaines de mes collègues ont été très intéressées. Donc, on est venu en transmission, on a montré les objets en l'occurrence. Et il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de certaines de mes collègues, jusqu'au moment où j'ai réexprimé que ces objets n'étaient pas à destination des professionnels, que nous n'allions pas offrir ces sextoys aux professionnels, mais que c'était à destination des habitantes qui pourraient formuler un besoin et qu'on leur donnerait un de ces objets. Et j'ai une de mes collègues qui a réagi très violemment, alors que c'était probablement la plus enthousiaste à cette espèce de réunion Tupperware sextoy, qui a dit, mais là, je suis choquée. Je suis choquée que vous puissiez donner ça à des personnes âgées. Sachant que 2 minutes avant, elle demandait les références pour elle-même, quoi. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une dissociation entre ma vie à moi en tant qu'être humain et ma perception en tant que soignant des personnes que j'accompagne, quoi. Bien sûr, avec ce clivage que c'est complètement différent, alors qu'au final, on reste les mêmes êtres humains, pour le coup. Donc c'est vrai que cette notion de représentation dans le soin et dans l'accompagnement, il est très prégnant. Et que bah, malgré tout, de ce fait, bah, ça va avoir des impacts aussi sur la possibilité d'avoir une activité sexuelle tout simplement. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que 80% des personnes vont penser qu'ils ont des besoins sur ce plan quand même, malgré tout. Et en fait, on a quand même 60% des professionnels qui pensent que c'est pas nécessaire que les EHPAD aient une vie affective et sexuelle. Donc en fait, on va avoir une espèce d'effet secondaire et de solitude qui va se mettre en place à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui va pas du tout être abordé. On va considérer que c'est inutile d'en parler, puisque c'est un non-sujet, limite, hein, bah, c'est un non-sujet. Et quand le sujet est amené, en effet, là, ça vient choquer, ça vient percuter quelque chose, voilà. Je rejoins cette idée de qui fournit et qui nettoie le sextoys, qui avait été un sujet qu'on avait abordé dans un établissement en l'occurrence, et d'amener pareil cette représentation de oh, mais si Madame Untel a un sextoys, il faudra le nettoyer. Et alors là, on sentait que ça posait vraiment problème, alors que nettoyer la partie intime de Madame Untel ne posait pas de problème pendant les soins personnels. Mais là, le fait de sexualiser l'objet devenait tout de suite problématique. Et donc c'est vrai que là, on se rend compte que on est dans une autre dimension, qu'on aurait tendance à se dire, ah non, non, mais moi c'est pas mon métier, c'est pas à moi de le faire, parce que la prise en soin, elle se limite à un corps qui est malade, qui est vieillissant, et pas à un corps qui serait dans le besoin, dans un besoin autre. Alors que pour autant, on accompagne un être humain dans sa globalité et que en fait, ça peut poser des vraies questions, c'est clair. Apparemment, il y a des fluides corporels qu'on peut nettoyer et d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. En effet, c'est ça. On n'a pas du tout la même perception par rapport à ça. Je vois que ça amène Hmm. beaucoup de Alors, réflexions. effectivement, la solution de proposer à la personne de nettoyer elle-même complètement et du coup aider avec des dispositifs d'aide externe, etc. Quand c'est possible, tout à fait. Je pense que d'autant plus que à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont assez waterproof. Donc, effectivement, favoriser l'autonomie et l'indépendance de l'entretien de ce type d'objet, c'est possible. Tout à fait. Et au fait de l'acheter, etc., c'est pareil, c'est un travail de réflexion pour inclure la personne et que ce soit elle qui le choisisse. Et que, enfin, jusqu'à preuve du contraire, on missionne pas quelqu'un pour acheter nos sextoys. Je pense qu'on aime bien les choisir nous-mêmes. Donc ça, c'est pareil, comment on peut rendre la personne actrice de ça, parce que bah, ça la concerne en premier lieu. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de se dire comment on peut entendre ce besoin et comment on peut y répondre. Euh, le nettoyage du sextoy, c'est le même sujet que le lavage de mains pour l'hygiène, hein, de se dire que ça sera pas propre de leur proposer de préparer à manger parce que parce qu'ils auront les mains sales. Il y a toujours une solution assez simple en fait, hein, leur proposer de se laver les mains ou leur proposer de laver eux-mêmes leurs sextoys. Et après, quand bien même ça devient très compliqué, peut-être d'en discuter en équipe et de voir ceux qui sont plus ouverts que d'autres là-dessus ou plus à l'aise, parce que c'est entendable aussi de ne pas être à l'aise avec le sujet. Je crois que de manière générale, hein, ce qui se présente dans les EHPAD, c'est aussi simplement notre représentation dans la vie de tous les jours à parler de la sexualité.
et à être à l'aise avec ou pas. Et ça, on peut pas demander à tout le monde d'être à l'aise de la même manière à ce niveau-là. Je rejoins effectivement la remarque de Myriam. Le nettoyage, c'est un faux problème qui cache la gêne. Et en même temps, là, régulièrement, à l'occasion de certaines formations, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des équipes, et notamment, là, je pense à une soignante qui m'expliquait qu'un monsieur qu'elle accompagnait en EHPAD avait une poupée gonflable et que cette poupée gonflable était nettoyée par l'équipe. Voilà, mais je pense qu'on l'évoquera aussi, la nécessité de replacer à la fois les éléments, on va dire, légaux, juridiques, de droit, vraiment fondamentaux des personnes qu'on accompagne, et à la fois aussi de replacer les besoins à leur juste place. Exactement. Et comme dit Johanna, les sextoys doivent être personnels, évidemment, et le fait que ce soit dans le tiroir de la table de nuit avec quelques autres outils, voilà. Donc il y a du coup en lien avec ce qu'on vient de dire, évidemment, dans les représentations, on a quand même cette notion aussi de comment on gère les problèmes sexuels, parce que bah, les personnes qui vont être amenées, parce que ils vont être amenés à avoir des rapports sexuels sans forcément attendre qu'on leur dise quoi que ce soit d'ailleurs. Même bien souvent, ils savent très bien avoir ces moments intimes quand ils en éprouvent le besoin sans être, on va dire, grillés par les professionnels jusqu'au jour où ça doit arriver. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des problèmes sexuels fréquents chez ces personnes âgées, mais du coup, bah, rarement discuter aussi avec des professionnels de santé. Et c'est aussi dommage, on en revient à cette pub des MST, malgré tout, de se dire, bah, c'est un vrai sujet de santé publique aussi, de se dire quelqu'un qui va avoir des rapports ou plusieurs rapports, est-ce que cette personne le fait en se protégeant, en faisant attention à elle? Est-ce qu'elle est au courant de ça? Est-ce qu'on prend le temps d'en parler avec elle et de leur dire que c'est possible aussi? Voilà, à ce titre-là, de manière très personnelle, je pourrais vous parler de l'anecdote de ma grand-mère qui, à 80 ans, a retrouvé un ancien amant de sa jeunesse dans sa vie après la mort de mon grand-père et qui a eu le plaisir de retomber amoureuse de cet homme-là et d'avoir à nouveau une vie intime et sexuelle. Et c'était assez intéressant d'en parler avec elle, puisqu'elle m'avait dit, mais tu te rends compte quand même, et on a commencé à être dans les préliminaires et il a commencé à vouloir me faire l'amour et je lui ai dit, est-ce que tu as des préservatifs? Et apparemment, monsieur s'en est offusqué, alors que pour autant, malgré tout, les MST sont toujours là, peu importe l'âge, donc c'est un vrai sujet. Cette idée que bah, les professionnels aussi, ils vont être perçus souvent par les habitants comme étant indifférents sur le sujet, donc ils vont pas peut-être oser en parler avec les professionnels si le tabou n'est pas levé ou abordé librement comme un sujet de discussion qui est tout à fait possible et entendable. Après, libre à chacun de vouloir en parler, mais en tout cas d'amener cette possibilité. Parfois même, je pense qu'il y a une perception que les personnes peuvent être irrespectueuses face à ça, parce que ça peut faire l'objet de moqueries. Et donc, évidemment, bah, si je sens que j'ai besoin de parler de ça, mais que je sens qu'on se moque de moi, que quand je donne la main à quelqu'un, on me regarde et on se rit de moi, bah, ça amène pas la possibilité de pouvoir ouvrir le sujet aussi, en discuter. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, de comment on lève le tabou, on amène le sujet possible. Et puis malgré tout, il y a aussi l'idée de dire que meilleures seront les connaissances sur la sexualité pour tous, j'ai envie de dire, plus les attitudes seront positives autour de tout ça, que ce soit pour la personne qui a besoin d'avoir des rapports, que pour le professionnel qui entendra ce besoin et cette possibilité de répondre à des questions, de comprendre aussi qu'est-ce qui peut être fait ou pas, peu importe si le corps vieillit, mais que ce soit quelque chose d'acté et de normal, quoi. Voilà. Donc comment on peut amener aussi ces dimensions-là dans le soin. J'entends que la question se pose dans le cadre des troubles cognitifs. On va y venir en l'occurrence. On y vient, on y vient. J'ai envie de rajouter aussi quand même une donnée qui m'a interpellée, c'est que il y a beaucoup de professionnels de ce fait qui ne parlent pas non plus quand eux-mêmes subissent des comportements inappropriés durant les temps d'accompagnement de soins personnels, propositions, voire attouchements. Il y a très peu de professionnels qui en parlent ou alors qui en parlent sous forme d'humour, mais sans forcément aborder la situation pour essayer de comprendre ce qui le pousse. Il y a beaucoup parfois de honte
ressentis, des professionnels qui peuvent parfois se mettre en question et dire, mais peut-être c'est moi qui ai laissé croire à cette personne que il y avait une ouverture. Et voilà, j'alerte aussi sur le fait que c'est important de pouvoir l'évoquer en équipe dans un cadre respectueux à la fois pour le soignant et à la fois pour la personne qui a manifesté ce comportement, et de pouvoir quand même réfléchir à des solutions qui vont convenir à chacun, parce que l'idée c'est effectivement si la personne exprime un besoin, si on reste toujours dans une logique d'interdiction, bah, en fait le besoin il risque de s'exprimer de manière encore plus violente, quoi. Voilà, donc ça va être important. On va parler des des troubles On y arrive. cognitifs. On y arrive. Du coup, un petit témoignage, une petite séquence aussi qu'on souhaitait vous partager en lien avec tout ça, et en l'occurrence quand bah, les troubles cognitifs ou les difficultés chez la personne en face sont présentes. Voilà, on détaillera un peu plus, mais là je vais laisser la séquence vidéo parler d'elle-même pour le coup. Michel est devenu un vieillard dans le temps de le dire. Il s'est dissous c'est son être qui se dissolvait. C'était, mon Dieu, que c'était triste. Alors, j'ai commencé à être beaucoup plus émue par lui quand je lui donnais des soins. L'hygiène, lui faire la barbe, lui laver les dents, le laver. Je l'ai lavé longtemps. Même quand il était hébergé à l'Institut de gériatrie, je lui donnais sa douche je lui ai donné sa douche pendant 4 ans. C'était le seul moment qu'on avait vraiment ensemble. Puis je voyais son corps, que je voyais plus. Et je me souviens d'un jour, j'étais avec lui dans le salon des familles, puis j'avais mis mes pieds sur ses genoux. Il était en fauteuil roulant. Moi, j'étais assise sur la causeuse, j'avais mes pieds sur ses genoux. Et puis tout à coup, il s'est mis à masser mes pieds. Et là, j'ai vraiment pas interrompu ça, là. Je l'ai gardé jusqu'au bout. Et puis, il y avait des regards, des fois, il me regardait, il y avait des regards que je reconnaissais par moments. Pas toujours, c'était assez rare. Mais il y avait des moments où, dans son regard, je voyais qu'il y avait encore un désir de moi. Ça me chavirait. Oui, c'est toute une histoire. Voilà. C'est aussi fort d'entendre le témoignage de cette épouse. Alors, j'ai parlé de l'objet de soin en tant que professionnel, mais on peut se poser aussi la question dans la relation de couple, de cette vision qu'on a de l'autre et de comment il est accompagné avec tout ce que la maladie ou en tout cas le handicap peut générer comme représentation. Alors, je trouve assez beau ce témoignage de cette femme qui dit qu'en fait, elle s'occupait de lui, qu'elle le lavait, qu'elle voyait son corps, mais qu'au final, elle le voyait plus vraiment, mais que malgré tout, on sent qu'il y a quand même quelque chose encore de très fort, de très tendre au travers de cet acte-là. Et de ce moment où elle décrit enfin, un esprit qui disloque et malgré tout ce moment où il se met à lui masser les pieds, donc ce lien qui se recrée. Je fais beaucoup de liens, j'aime beaucoup cette citation de l'amour est un de ces mots qu'on ne peut cacher. Un mot, un regard, le silence même le découvre. Je trouve que c'est vraiment ça, et dans le cadre des personnes présentant des troubles cognitifs, je trouve que c'est assez poignant ces moments où en effet on va voir des choses qui se reconnectent, qui se remettent en place, des gestes,
des attentions, de la tendresse. Voilà, cette femme qui se retrouve avec son mari qui lui masse les pieds là, presque comme quelque chose qui revient et qui se reconnecte. C'est, c'est fort et c'est poignant. Et même si ces moments sont perçus comme épistolaires et ne sont pas tout le temps fréquents, je trouve que, il faut mettre en avant la beauté de ces gestes et de l'existence de ces gestes-là qui sont quand même là et qui ont le mérite de montrer que il y a toujours de l'humanité, il y a de l'amour derrière tout ça. Et c'est très fort. Voilà. Marie, est-ce que Je tu... crois que cet extrait aussi nous questionne vraiment sur la place qu'on laisse aux proches dans l'accompagnement, notamment en institution, où on a tendance à considérer que c'est, entre guillemets, le travail du soignant de faire les soins intimes et personnels, en oubliant que pour certains couples, ça peut vraiment être une opportunité aussi de vivre un moment intime et sensuel et que ça peut aussi être amené à la réflexion de pouvoir proposer à un couple de partager ce temps-là et que ça soit pas que les soignants qui en soient responsables. Bien sûr. Effectivement, évidemment, si tout le monde est OK et à l'aise avec ce besoin. Et que pour Ça certains, ne veut pas c'est dire que madame doit faire la toilette tous les jours. bien sûr, et que pour certains, c'est aussi une manière de rester connecté à l'autre dans une forme de sensualité que permet la toilette et les soins personnels, en fait. Ça peut poser question, mais ça peut être aussi une manière de garder une forme d'intimité avec son proche, malgré tout. Voilà. Hop, on avance à celle d'après. Marie, je te laisse la main sur celle-ci, du coup. Ouais. Oui, je te laisse démarrer la vidéo sans le son. Donc, on vous a mis la bande-annonce du documentaire une jeune fille de 90 ans parce que finalement, elle exprimait bien, elle illustrait bien le propos de cette slide où finalement, derrière sexualité, en fait, ce mot-là renvoie à plein de réalités qui sont très différentes, l'érotisme, la vie intime, la vie affective. Et je sais pas si pour moi ça démarre pas la vidéo, mais Non, je ne l'ai pas je mise sais pas encore. si pour Tu tout veux le que je monde la c'est bon. mette pendant que tu parles? Ah vas-y, démarre là. Oui, oui, il n'y a pas le son de toute façon, donc comme ça Ok, va pardon. simplement illustrer le propos. Non, je Excuse-moi, t'en prie. j'avais pas fait. Euh, T'inquiète. Et derrière cette représentation de ce que c'est la sexualité, en fait, il y a plein de réalités différentes. On oublie aussi tous les autres rapports autres que la vision classique avec pénétration. Et en fait, finalement, on voit qu'avec l'avancée en âge, ça concerne plutôt ce type de rapport-là. La sexualité peut avoir tendance à se transformer. Mais on voit aussi que petit à petit, avec les nouvelles générations, c'est aussi une observation qui est faite, hein. Et finalement, ça va amener à utiliser plutôt la notion d'expression sexuelle plutôt que de sexualité, qui renvoie là plutôt à des attitudes et comportements beaucoup plus variés, notamment le fait de prendre soin de soi, de se maquiller, de faire attention à comment on est habillé, le fait de effectivement tenir la main d'une autre personne, évidemment la masturbation, l'utilisation de matériel pornographique ou d'aide sexuelle. On a parlé un peu des sextoys, les bisous. Et pourquoi on a mis aussi la jeune fille de 90 ans? Parce que les arts, les activités récréatives, ça fait partie aussi de ces activités d'expression sexuelle. Et quand on voit le regard de cette femme envers ce chorégraphe, on voit qu'il se passe quelque chose dans son corps, on voit qu'il se passe quelque chose. Elle a les yeux qui brillent en le regardant, et on sent qu'il y a quelque chose qui vibre en elle, quoi. Et finalement, oui, ça fait partie encore de ce qui fait vibrer les personnes âgées, même en EHPAD. Complètement. Oui, j'ai le même problème aussi avec les vidéos qui sont assez saccadées, Driss. Je ne sais pas si c'est la connexion ou je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, si vous n'arrivez pas bien à voir la vidéo, je vous invite à regarder la bande-annonce de ce documentaire ou à regarder le documentaire en entier. Je trouve qu'en plus, c'est assez intéressant d'identifier à quel point ça peut nous questionner justement cette relation entre cet intervenant et cette jeune fille de 90 ans. Mm. Voilà, les gens ne savent pas que ça aussi, c'est faire l'amour. Et ça aussi, c'est faire l'amour, exactement. J'aime bien cette phrase. Je sais pas pourquoi ça saccade. C'est bizarre. Moi, ça saccade pas par chez moi, mais c'est peut-être le réseau aussi.
Ouais, c'est possible que la qualité entraîne ces difficultés. La première, ça ne me l'a pas fait. Mais... Oui, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, non, je te demandais si tu voulais que je passe à la slide C'est ce suivante. que j'allais dire. Je vais aller assez vite parce que bon, c'est des éléments de droit qui sont finalement, en général, connus de beaucoup, mais peut-être qu'on ne prend pas suffisamment la peine de recadrer aussi quand on est face à ce type de situation. Donc déjà, il y a la définition de l'OMS de santé sexuelle, hein. La Déclaration des droits de l'homme avec l'article 12 qui rappelle que normalement, nul ne peut être l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée. D'atteinte à son honneur, à sa réputation, c'est assez intéressant de voir que, en fait, en pratique et en particulier en institution, bah, c'est pas si simple que ça. Mm, La charte des droits et responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée au niveau de la charte européenne et dans tous les établissements d'accompagnement, nous avons deux grandes chartes qui sont affichées et sur la sexualité, la vie intime et affective, il y a en particulier deux articles. Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne sont garantis. Or, la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. mm, Et toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d'exercer ses choix dans sa vie quotidienne et de déterminer son mode de vie. Et ça va être intéressant aussi à remettre dans le cadre parce que notamment, là, je voyais un commentaire sur le tuteur qui n'a pas voulu acheter un sextoy à un de ses protégés. En fait, normalement, un tuteur n'a pas le droit d'interférer dans la vie intime affective d'une personne. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir une activité sexuelle et intime, en tout cas si elle ne met pas en danger une autre personne. Donc c'est vraiment aussi des éléments de droit qui vont être importants à recadrer aussi quand on a ce type oui, de conversation et de réflexion en équipe. Une réflexion éthique, c'est aussi repositionner par rapport au droit et à la légalité, hein. Donc évidemment, quand il y a un risque d'agression sexuelle, parce que c'est aussi ça souvent la question qui va se poser dans ce type de réflexion éthique. Ben, évidemment, là, ça va amener potentiellement à une intervention, mm, mais ça n'empêche pas aussi qu'on peut réfléchir à comment on peut répondre aux besoins de la personne qui est en recherche de relations sexuelles. mm. Et en parallèle avec ça, je veux juste rebondir sur un témoignage apparemment d'une personne qui avait observé le comportement d'une directrice très surprise et choquée de voir deux personnes se rapprocher l'une de l'autre et avoir des gestes de tendresse et qu'elle s'était félicitée de les avoir séparés puisqu'elle avait entre autres fait en sorte que ça ne se passe pas. Bah, de la même manière, on peut questionner éthiquement ce genre de réaction dans la mission qui est la nôtre, ou en tout cas dans l'accompagnement qu'on propose, qui vient aussi amener des comportements déviants et de la maltraitance, puisque c'est une forme de comportement déviant, mais ça vient quand même aussi toucher ça de l'ordre de la loi légalement. On se cache beaucoup derrière la loi, mais la loi aussi détaille des choses très claires par rapport à ça malgré tout. Ça, c'est les éléments de cadre au niveau légal, au niveau réglementaire. Mais ce qui va être important aussi peut-être de repositionner, c'est que la sexualité, c'est considéré vraiment à part entière comme un besoin. Mm. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la sexualité, quand on prend la sacro-sainte pyramide de Maslow qui est enseignée à toutes les sauces dès qu'on travaille dans le médico-social ou qu'on fait une formation de soignant, la sexualité fait partie des besoins physiologiques de base d'après ce modèle-là, au même titre que la faim, la soif, la respiration, le sommeil ou l'élimination. Et pourtant, il n'est pas considéré comme tel. C'est-à-dire qu'une personne qui va réclamer à manger, qui va réclamer à boire, ou qui va avoir besoin qui va avoir besoin d'être accompagnée aux toilettes, c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, on va pouvoir l'accompagner aux toilettes ou procéder au change. Par contre, une personne qui manifeste activement une recherche de plaisir sexuel, soit seule, soit avec quelqu'un d'autre, en général, on va avoir plutôt un comportement d'interdiction. Et typiquement, là, je vois par exemple des questions sur les problématiques d'attouchement.
Mais Ouais. une des difficultés, c'est que souvent, les problématiques d'attouchement, on a une personne qui va être en recherche active de stimulation sur le plan et de résolution de son besoin sur le plan sexuel. Souvent, on va chercher à protéger, et heureusement, et tant mieux, les personnes qui sont victimes de cette recherche de besoin. Mais quid de comment on résout le besoin pour cette personne? C'est finalement comme si j'avais quelqu'un qui avait extrêmement faim, cherche à manger, fouille dans les placards tellement il a faim, et du coup, je ne fais que fermer les placards. Mm. Mais je ne lui propose rien à manger. Et Mm. peut-être aussi, parfois, là, c'est un peu ce qui manque dans la réflexion. On Ouais. en parlera un peu au niveau des solutions, mais j'ai une anecdote d'une collègue justement qui a été confrontée dans l'EHPAD où elle travaillait à un monsieur qui faisait subir aux dames de l'EHPAD des attouchements sur le plan sexuel, monsieur qui avait des difficultés cognitives. Et réponse de l'établissement, isolement du monsieur pour éviter la mise en danger. Donc le monsieur était régulièrement ramené dans sa chambre tout seul, sans aucune stimulation, sans aucune activité, sans parler d'aspect sexuel, hein. Sédation. Donc utilisation de neuroleptiques, puisque ce monsieur, il a un comportement d'hypersexualité. Et finalement, en fait, oui. Excuse-moi, ce qui a été nommé plus haut aussi, comment faire face à des comportements d'hypersexualité. Il y a aussi toujours Ouais. cette perception de l'hypersexualité. Ouais. Et on verra qu'en fait, c'est pas aussi fréquent que ce qu'on envisage dans le champ des difficultés cognitives. Bref, le problème, c'est qu'en fait, pour ce monsieur, ça n'a rien changé. Et donc, il a été même retrouvé dans la chambre d'une personne, parce que bah, il est sorti de sa chambre, évidemment, il a continué à rechercher une résolution de son besoin. Le problème s'est réglé à partir du moment où ils se sont dit peut-être il faut faire quelque chose et où ils lui ont proposé de pouvoir visionner des films érotiques et pornographiques seul dans sa chambre de manière adaptée. Mais parce que si on résout pas le besoin, bah, le problème reste en fait. Et il arrivera ailleurs d'une autre manière, ou peut-être parfois plus forte et plus violente. Mm. Ça va être important effectivement dans ces situations de pouvoir rappeler le cadre aux personnes, mais aussi de pouvoir réfléchir à comment répondre à ce besoin. Juste poser du cadre et dire que c'est de l'agression sexuelle, c'est une chose et c'est important. Quand on traite les personnes comme des adultes à part entière, c'est important de rappeler le cadre, ce qui est accepté, acceptable et ce qui ne l'est pas, et notamment avec ce sujet-là. Mais par ailleurs, en fait, là, le monsieur est resté seul avec son besoin sans pouvoir le résoudre. Mm. D'autant plus, vu les besoins physiologiques par ailleurs, avec les difficultés de lenteur à l'excitation, etc., le monsieur avait besoin d'une stimulation pour pouvoir assouvir ses besoins. Donc, à partir du moment où ça n'est pas proposé, le problème reste, quoi. Mm. Après, ce que Stéphanie nomme, c'est que apparemment les films porno sont proposés, mais qu'apparemment ça majore cette envie sexuelle. Alors, je pense qu'en effet, il y a une réponse aux besoins et que comment on y répond, est-ce que le film porno est suffisant ou n'est pas suffisant? Et est-ce que après c'est une forme de plaisir solitaire dont ce monsieur a besoin pour assouvir son besoin derrière? Et là, auquel cas, il y a une autre question qui va se poser. Mais ça vaut le coup de toujours aller chercher plus loin le pourquoi du comment. En effet, montrer un film porno peut majorer une envie sexuelle. En effet, c'est le principe même du film porno pour le coup. Après, qu'est-ce qui fait que ce monsieur n'a pas de plaisir solitaire? Est-ce qu'il ne sait pas le faire? Est-ce que il a en recherche de contact avec quelqu'un? Est-ce que voilà, il y a plein de questions à poser derrière tout ça qui peuvent être intéressantes dans la compréhension du besoin aussi, pour le coup. Et donc c'est intéressant ce que vous nommez Stéphanie, mais je pense que c'est étape par étape de toute façon qu'on arrive à résoudre aussi, à comprendre le besoin pour répondre à ce comportement problématique. C'est vraiment une démarche d'enquête et finalement, Shirley, tu le nommais aussi sur les facteurs de changement, notamment les médicaments, de pas oublier qu'il peut y avoir aussi certains médicaments qui peuvent renforcer
des comportements sexuels inappropriés, et notamment c'est le cas des médicaments dopaminergiques Mm. qui peuvent renforcer ce type de comportement. Donc voilà, il y a la démarche aussi d'analyse, c'est celle qui va être abordée aussi dans le cadre des comportements réactionnels, essayer de comprendre vraiment pourquoi. Mm. Est-ce que cette personne manifeste ce besoin de cette manière-là et pourquoi les solutions qu'on va proposer conviennent pas à ce moment-là? Bien sûr. Peut-être c'est pas ça dont le monsieur a besoin, peut-être qu'il a besoin d'un sextoy plus adapté à ses besoins, quelque chose qui physiquement lui donne des sensations plus intéressantes que juste le film, la Peut-être que visualisation, quoi. lui a besoin en effet d'une poupée gonflable ou d'un vagin artificiel ou peut-être de quelque chose d'autre en effet, hein, ça Hmm, et ça veut dire être en capacité de poser ça en effet pour amener des pistes qui vont nous amener avec la liberté sexuelle vécue par les générations à venir qui va nous amener à devoir questionner de plus en plus ça aussi pour le coup. Bah, en lien avec ce que Didier pose comme question sur les personnes porteuses d'une démence avec une autre personne plus lucide, peut-être on va en venir à cette idée de consentement, Marie, je sais pas ce que tu en dis. oui. Alors, bah, c'est toute la question qui se pose très souvent dès lors que, en effet, on est dans une idée de, oui, mais avoir des relations et avoir des difficultés cognitives, bah, en fait, c'est compliqué. Dès qu'il y a handicap cognitif plus sexualité, il y a une stigmatisation du comportement qui va se faire assez naturellement. Euh, alors, ça peut être toujours cette réponse de, tiens, ce monsieur, il fait ça parce qu'il est porteur de troubles cognitifs sans pour autant se demander quels sont les vrais besoins et les vrais fonctionnements de ce monsieur-là. Donc c'est vrai qu'il y a une analyse déjà des comportements que ces personnes peuvent avoir et se dire, voilà, comment on gère ça, comment on identifie ça. On parle de comportements sexuels inappropriés qui peuvent être présents dans 7 à 25% des situations. Et en effet, on en revient à cette idée de cadre qu'on pose par rapport à ce qui est admis dans le comportement sexuel ou dans le besoin sexuel, que ça se fasse pas en public devant tout le monde parce qu'on est désinhibé, parce qu'on n'identifie plus le lieu, que ça se passe pas sans l'accord de la personne en face et comment on ramène ça, comment on renvoie à ça et comment on réfléchit à ça aussi. Après, il y a quand même très souvent une forme d'indifférence aussi par rapport à ça. On ne le considère pas, on le laisse de côté, alors que malgré tout, le besoin, il est toujours là, mais on va nier quand même ce besoin, qui est quand même toujours très présent, même s'il y a un handicap cognitif, en fait, ça change pas le besoin humain de la personne derrière. Ça ne change pas son besoin de manger, donc ça lui changera pas non plus son besoin d'avoir peut-être une vie affective et sexuelle. Donc, comment on considère ça? On se rend compte qu'on a quand même 27% des couples hein, qui maintiennent une activité sexuelle régulière ou fréquente, y compris dans le cadre de handicap cognitif, donc que c'est un sujet présent aussi pour les couples. Donc la question, elle se pose vraiment. Et que on a 28% qui considèrent que c'est un facteur d'équilibre aussi. Euh, J'avais entendu des témoignages d'épouses ou d'époux qui disaient qu'en fait, c'était aussi un des rares moments où ils arrivaient à se retrouver connectés en ayant à nouveau des rapports sexuels. Alors, je trouvais ça intéressant aussi d'échanger avec eux là-dessus. Encore faut-il que la parole soit libre sur ça, mais dans tous les cas, il y a quand même cette idée que pour certains, c'est encore un facteur d'équilibre dans la relation de couple. Et donc, c'est intéressant à entendre et à considérer dans ces couples-là. Euh, hop. En tout cas, ce qui va être important aussi à garder à l'esprit, c'est que la présence ou l'absence de comportements sexuels inappropriés, de troubles du comportement en lien avec la sexualité, n'est pas en lien avec la gravité des troubles cognitifs. C'est pas plus les troubles sont sévères, plus les troubles cognitifs sont sévères, plus il risque d'y avoir des comportements sexuels inappropriés. En fait, c'est pas forcément en lien avec, contrairement à ce qui peut être dans les représentations de beaucoup de professionnels. Mhm. Que c'est ni plus ni moins un besoin humain présent qui peut se majorer aussi avec le temps et la vie, mine de rien, ou qui peut se diminuer Mm, d'ailleurs dans l'autre sens, parce qu'à l'inverse, il peut devenir absent alors qu'il a été très présent dans une vie, mais c'est le cas tout à fait. pour le coup. Mhm. Mhm. Et donc, Justement,
Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, et donc, je te fais Et la passe. donc, et donc la question qui revient assez régulièrement là dans le chat depuis tout à l'heure, bah, la question du consentement. Alors actuellement, il y a une définition qui est proposée notamment par Amnesty International sur cette notion de consentement, qui considère que pour parler de consentement, il faut qu'il soit libre, spécifique, d'accord, donc spécifique à une situation en particulier, éclairé, c'est-à-dire qui prend en considération les tenants et les aboutissants de la relation, réversible, c'est-à-dire c'est pas parce que je dis oui à un moment que je ne peux pas dire non 5 minutes plus tard et que je ne peux pas changer d'avis, et enthousiaste. Et la question qui revient depuis tout à l'heure et qu'on avait un petit peu anticipé, c'est oui, mais quid des personnes ayant des difficultés cognitives? Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir se poser la question en ayant ces éléments-là en tête, parce que on va le voir, peut-être que l'observation pour les situations qui concernent les personnes qui ont des difficultés cognitives va être extrêmement importante dans les réflexions éthiques qui doivent pouvoir nous guider sur cette notion de consentement. Ce que Mhm. je trouve intéressant aussi, c'est que on se pose beaucoup la question du consentement pour protéger des personnes qui pourraient subir des actes d'agression sexuelle, et je trouve ça extrêmement important, évidemment. Mais la notion de consentement, elle est aussi valable sur les consentements à la prise de médicaments, au fait d'accepter une toilette, et je suis pas sûre qu'il soit toujours enthousiaste, réversible, libre, éclairé, spécifique dans certaines situations d'accompagnement à la toilette qui sont parfois plutôt imposées. Donc voilà, juste des fois ça me fait un petit peu sourire jaune. Parce que je trouve que c'est important de se poser la question du consentement, effectivement, dans la sexualité, la vie intime, mais peut-être aussi que une toilette forcée peut être vécue comme une agression sexuelle aussi. Bien Voilà. sûr. Mhm. En tout cas, quand on s'est posé la question du consentement avec Shirley, on a fait quelques recherches parce qu'on s'est dit, ok, mais, est-ce que ça existe une évaluation du consentement pour les personnes âgées ayant des difficultés cognitives? Et dans nos recherches, on est tombé sur une échelle qui a été créée, si je ne me trompe pas, dans les années 90, qui est l'échelle de Lichtenberg, et vous allez voir qu'elle nous pose pas mal de questions. Alors, cette échelle, elle a été construite à l'époque pour vraiment spécifiquement évaluer la capacité de consentement des personnes âgées qui vivent en institution. Et alors, premier constat, d'après cette échelle, si vous avez un MMS inférieur à 14, vous êtes incapable de consentir à une relation affective et sexuelle. Encore une fois, je reprécise d'après cette échelle. Mhm. Mais c'est pas tout. C'est que, bon, si vous avez la chance d'avoir un MMS qui est supérieur à 14, il faut quand même que vous soyez encore en capacité d'éviter l'exploitation. Et donc ça, on va le tester à travers différentes questions qui sont proposées dans cette échelle. Si la réponse est non, encore une fois, on considère que vous êtes incapable de consentir. Si par ailleurs, on voit que vous êtes quand même capable d'éviter l'exploitation, la question qui va se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment conscience de la relation, de la nature de la relation, alors évidemment qui est le partenaire, ça va entrer en ligne de compte. De la même manière, si la réponse est non, incapacité à consentir. Bien sûr. Mais si la réponse est oui, si j'ai un MMS supérieur à 14, que je suis en capacité d'éviter une exploitation sexuelle, que je suis capable de dire oui, oui, je sais très bien que c'est pas mon mari, mais c'est un homme qui me plaît quand même, et puis je le vois tous les jours, alors que bon, bah, mon mari, je sais qu'il est âgé, il peut pas venir autant qu'il veut, mais voilà, lui, je m'entends très très bien avec lui, et donc j'ai quand même envie d'avoir une vie sexuelle et intime et affective avec ce monsieur, alors l'échelle propose d'évaluer quand même si vous avez suffisamment conscience des risques, c'est-à-dire notamment, est-ce que vous avez bien conscience que cette relation, potentiellement, elle est temporaire, par exemple, ou est-ce que vous avez conscience des risques au niveau des maladies sexuellement transmissibles, etc. Et alors là, si la réponse est non,
L'échelle propose de permettre la relation, mais quand même de rappeler fréquemment, tous les risques qui sont, que comporte cette relation. Donc quand même, l'équipe est invitée à rappeler régulièrement que: «Mais attention madame ou attention monsieur, potentiellement peut-être, cette personne, un jour ne voudra plus avoir de relations sexuelles avec vous, potentiellement il va rompre, ou potentiellement il va mourir, ou faites attention quand même à porter, des préservatifs» et cetera. Cette échelle, elle nous a énormément questionnés avec, Shirley, parce que déjà, la décision arbitraire, de dire qu'une personne qui a un MMS inférieur à 14, et on pourrait parler du MMS, entièrement dans un webinaire dédié, mais c'est quand même extrêmement, arbitraire et ça met de côté plein de situations où il y a des personnes, qui ont encore des relations affectives et intimes et sexuelles et qui n'ont pas de MMS suffisamment élevé et qui pourtant, en fait, peuvent avoir des relations tout à fait saines avec d'autres personnes. Et puis, la réflexion qu'on s'est faite, à un autre niveau, c'est que si on devait tous, répondre à l'ensemble des critères, qui étaient nommés par cette échelle, il peut être, parfois difficile, même pour une personne qui n'a pas de difficultés cognitives, de répondre à l'ensemble de ces critères. Je suis pas sûre que pour toutes mes relations, j'ai eu bien conscience des risques, notamment sur l'aspect temporaire de la relation. C'est peut-être parce qu'autour de toi, on ne te l'a pas rappelé assez souvent. Peut-être que mes proches auraient dû me rappeler assez régulièrement, que c'était dangereux de maintenir cette relation. Donc, en Tu effet, veux c'est rajouter quelque chose? Ouais, pardon, vas-y. c'est vrai que ça questionne quand même énormément de choses, cette idée de consentement et de ce qu'on met à l'intérieur. Et en lien avec cette échelle, et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand quelqu'un a des troubles cognitifs et qu'il va être avec une autre personne lucide, où on va avoir tendance à se dire, mais est-ce que vraiment il a conscience de ce qui se passe, etc. Je rejoins Marie, malgré tout, cette même personne qui a envie de montrer de l'opposition sur des moments de soins personnels parce qu'elle n'a pas envie que vous rentriez dans son intimité, parce qu'elle est gênée de ça, parce qu'elle n'est pas d'accord avec le fait de vouloir être lavée à ce moment-là ou par vous ou dans ce contexte-là, elle sait nous le faire comprendre. Elle sait nous l'exprimer aussi. Et c'est encore une fois des moments où on n'écoute pas forcément ce qu'elle est en train d'essayer de nous dire dans ses comportements, toujours parce qu'on a cette représentation de quelqu'un qui a des troubles cognitifs, mais pour autant on sait dire que là elle est opposante. On pourrait se dire que quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir un rapport avec une relation avec quelqu'un, elle saurait se présenter, être opposante aussi malgré tout. Donc, en fait, ça vient questionner les situations dans lesquelles on considère que là, elle sait exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, elle ne le sait pas. Mais en fait, en définitive, on est face à quelqu'un qui, dans ses comportements, dans sa communication non verbale, vient partager en fait un besoin. Et donc, c'est cette étude du besoin qu'on va avoir de l'autre côté. Et que, alors en dehors en effet d'un cadre à rappeler, là où on verrait que c'est une relation non consentie et qu'on analyserait en effet qu'il n'y a pas de consentement de la personne, de se poser la question là-dessus. Dans l'autre situation, pourquoi est-ce qu'on ne le permet pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'autorise pas? Alors, et si c'est pas le mari, et si c'est pas la femme, quelqu'un à juste titre a dit, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens en face de chez nous, ou même dans la vie de nos amis ou de nos entourages. Je pense qu'on a tous pu entendre des histoires rocambolesques arriver, et pour autant, ça nous permet pas de juger la vie de ces gens-là et d'intervenir dans leur vie intime et sexuelle. On peut en discuter, on peut en parler en tant qu'adulte, on peut aussi lever un tabou sur ce sujet pour en parler pour une personne en face de nous qui se poserait des questions. Mais pour autant, on va pas se permettre de décider pour elle. Donc ça vient aussi questionner tout ça, l'histoire de vie, les représentations que les personnes pouvaient avoir par rapport à leur sexualité. Euh, pour l'anecdote, je me rappelle d'une dame qui, pour le coup, je pense, avait un MMS inférieur à 14. Elle vivait en lieu de vie dédié et qui était très belle dame, qui a été dans sa vie une très belle dame d'ailleurs, et qui avait tendance à être beaucoup dans la séduction. Elle séduisait beaucoup, mais elle séduisait pas n'importe qui. Elle séduisait les hommes, elle séduisait pas les femmes. Elle savait vers quel type de public aller pour séduire. Et elle avait eu la chance de trouver des personnes intéressées avec qui elle a eu des relations, alors qu'elle avait encore son mari à l'extérieur et que du coup ça posait problème aux équipes de voir ça et de se dire le pauvre monsieur. Et en fait, un jour, une des professionnelles s'est retrouvée à discuter avec le mari qui de lui-même
a dit de toute façon, ma femme a toujours été une croqueuse d'hommes et je l'ai toujours su. Et en plus, elle était hôtesse de l'air, donc elle était jamais à la maison et elle avait toujours des relations extra-conjugales. Et en fait, je trouvais ça intéressant, alors là, que ce soit le mari qui ose le verbaliser de lui-même, mais de se rendre compte aussi que bah ouais, c'est un sujet de vie qui peut être pas simple à poser pour le proche, mais qui pour autant a peut-être besoin d'être déposé aussi et que on n'a pas à intervenir dans la vie intime des gens à ce niveau-là. L'observer, y être attentif, à être à l'écoute d'un besoin, recadrer des débordements, etc. évidemment. Mais malgré tout, on n'est pas la police de l'amour, comme j'aime l'appeler. Et donc, c'est important aussi de ne pas perdre cette notion-là, malgré tout. Mm. Et finalement, justement, plutôt que d'aborder la question du consentement et de la possibilité d'avoir une vie intime et sexuelle sous le champ de l'évaluation standardisée, l'idée de la réflexion éthique, c'est vraiment plutôt d'aborder une réflexion centrée sur les personnes. Et là, la plupart des auteurs s'accordent à dire que c'est ce type d'approche qu'il faut vraiment, en tout cas qu'il est préconisé de favoriser, avec vraiment cette réflexion éthique qui va et en équipe qui va vraiment enrichir. Tu déposes pas le terme police de l'amour, Charlet, c'est bon? Non, ça ne me dérange pas, Emmanuel, que vous le Il n'y a pas de copyright, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. je ne serai pas seule dans ce terme-là, ça me va bien, au contraire. Voilà. Je vois que l'heure avance, je suis désolée. Ouais, ouais, je te laisse passer à la slide suivante, mais même, alors après, très, très rapidement, hein, mais l'idée, et on l'a déjà évoqué tout au long de ce webinaire, justement, l'idée, c'est de favoriser, plutôt qu'une évaluation tout seul dans mon coin, ce serait terrible pour moi qu'un jour on vienne me voir, Marie, est-ce que tu veux bien aller évaluer la capacité à consentir de telle personne? Mais en fait, on a vu que la notion de consentement, elle est spécifique à chaque situation. Je peux dire oui à la toilette le matin et non l'après-midi. Je peux dire oui enfin, à avoir une vie intime, enfin avoir un rapport sexuel avec quelqu'un un instant, et puis non à la toilette l'instant d'après. Donc, évaluer la capacité à consentir sur un élément, enfin sur des situations générales, en fait, c'est pas adapté à ce qu'est la notion de consentement fondamentalement. Donc, l'idée, c'est vraiment ce qu'on vous disait par rapport à cette démarche d'enquête, définir objectivement la situation et les problèmes. Concrètement, que fait la personne, que dit la personne, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est vraiment un problème qui met en danger la personne ou d'autres personnes, ou est-ce que c'est un comportement qui pose problème à certaines personnes parce que elles considèrent que c'est pas acceptable, que c'est pervers, ou voilà, par rapport à leur représentation de ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Voilà, on l'a vu, mais il y a des professionnels pour qui deux personnes âgées qui se tiennent la main, c'est pas acceptable, hein. Pourtant, C'est un problème. objectivement, ça ne Mm. pose pas de problème. Prendre en compte qui est la personne et ses capacités préservées aussi pour réfléchir à ce qu'on va pouvoir proposer comme dispositif. Parce que, bah, effectivement, la question des sextoys, elle se pose, mais si on a une personne qui est en perte de mobilité, bah, du coup, comment on va pouvoir proposer, accompagner, ça va être extrêmement important. Prendre en compte l'environnement physique, matériel, et social évidemment, et développer des pistes individualisées pour chaque personne. On en parlait déjà un petit peu. J'ai vu tout à l'heure passer la notion que dans certains endroits, il y avait des chambres seules et avec la possibilité d'avoir des lits doubles pour des couples, etc. Donc après, évidemment, quand on voit la taille des chambres dans certains établissements, ça devient tout de suite impossible, mais ça peut venir questionner d'autres choses dans l'environnement, d'autres aménagements, d'autres réflexions. Peut-être qu'on ouvrira des chambres doubles et plus grandes plus tard. Peut-être, enfin voilà, on va voir après des pistes qu'on peut proposer, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont évidemment à prendre en compte puisque l'environnement impacte énormément les comportements des personnes, comme on le sait bien. Donc, du coup, comment on analyse tout ça aussi, pour le coup. Je vais à la slide suivante, Marie. Donc, les solutions. Enfin, Alors, bah, comment? j'ai dit enfin des exemples de solutions. Enfin, des exemples. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on en a évoqué au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, déjà, peut-être un des éléments qui est fondamental, et en particulier en institution, c'est de réfléchir à comment on favorise vraiment les rencontres et le lien social au sein des établissements. Comment on fait pour que
Bah, pas forcément que des couples, d'ailleurs, des amitiés, hein, mais aussi des couples se forment au sein des institutions. Comment on favorise vraiment ça? Parce que peut-être c'est pas tellement le cas. Il y a beaucoup d'établissements où finalement les personnes se côtoient tous les jours, mais il n'y a pas de lien qui se crée. Donc c'est vraiment à questionner aussi comment au niveau de l'institution on peut favoriser ça. Il y a des établissements qui, alors c'est le cas à l'étranger, mais potentiellement ça existe aussi en France, qui font le choix d'avoir une chambre d'intimité, d'amour à disposition des habitants. Voilà, ce qui peut poser problème aussi, c'est que bah, parfois cette chambre elle est étiquetée comme étant une chambre d'amour, et donc ça peut amener à des moqueries, des représentations assez négatives, donc qui peuvent amener une certaine réticence aussi à utiliser ce type de lieu. Sauf pour ceux qui ont connu les love rooms dans leur vie et on en revient à l'histoire de vie pour qui ça posera pas de problème, mais ça sera peut-être pas une Exactement, personne. exactement. Bon, on a parlé déjà au niveau matériel des lits doubles, alors avec des difficultés parfois financières parce qu'il arrive que les lits doubles médicalisés soient réservés encore à certaines situations spécifiques, notamment de chirurgie bariatrique, ou alors ça coûte extrêmement cher. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce que le lit médicalisé est indispensable pour les deux personnes concernées? Je trouve que parfois ça peut s'interroger aussi. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas venir avec leur lit? C'est déjà hyper inconfortable de dormir dans un lit médicalisé, mais alors accueillir quelqu'un à l'intérieur, surtout si c'est un lit simple, ça rend les choses beaucoup plus possibles. Les lits individuels peuvent être aussi rapprochés, oui, complètement. Prendre en considération que parfois il y a quand même un trou qui est créé par le cadre de lit. Donc voilà, c'est pas toujours très très confortable, hein. Mais effectivement, au moins pour avoir une certaine proximité physique, tout à fait. Mise à disposition de préservatifs, bah oui, mais justement, Charlet en parlait au début du webinaire. On pourrait tout à fait envisager le bouton de positionnement, c'est une bonne astuce, oui, oui, pour combler le trou. Mise à disposition de préservatifs pour travailler la prévention justement des MST, les revues, les films, voilà, ça reste des choses assez classiques. Les vagins artificiels, Charlet en parlait. Et au niveau éthique aussi de pouvoir enrichir les réflexions, alors en proposant notamment des temps d'intimité, mais qui ne soient pas réservés que à des temps d'intimité, on va dire sexuelle. Mais si tous les résidents, tous les habitants de l'institution pouvaient avoir la possibilité de dire, ben moi, de telle heure à telle heure, je ne souhaite pas être dérangé, que ce soit pour ma sieste ou pour accueillir quelqu'un dans ma chambre ou pour ma séance de plaisir solitaire, bah, en fait, ça peut aussi être possible, et sans du coup stigmatiser les personnes qui auraient des besoins à ces moments-là sur le plan sexuel. Les auteurs aussi de différentes études conseillent de pouvoir favoriser des discussions en comité d'habitants, notamment sur ce sujet-là aussi. Et pourquoi ne pas envisager des programmes d'éducation sexuelle et des campagnes de communication sur la vie intime et sexuelle, parce que finalement, beaucoup de personnes âgées ne sont pas informées, puisque on l'a vu aussi, hein, les professionnels de santé ont tendance à peu aborder le sujet avec les personnes qu'elles accompagnent, avec leurs patients. Et donc, ils sont parfois peu au courant aussi des changements qu'ils vivent en avançant en âge. Ils n'ont peut-être Donc même voilà, ça peut jamais, être important. ils n'ont peut-être même jamais appris à mettre un préservatif, puisque ça faisait pas forcément partie de leurs habitudes. Donc, ça peut être aussi intéressant d'apprendre à utiliser le préservatif, hein. Complètement. Mm. Complètement. Et effectivement, ces programmes d'éducation et de communication, ils s'adressent aussi aux professionnels et aux facilitateurs. Sur la question aussi LGBT, il existe différentes chartes, et notamment il y a un guide, alors en anglais, qui a été publié par l'université du Kent, si je me souviens bien, qui propose justement des éléments de réflexion sur comment créer un environnement et une institution LGBT friendly, et qui concerne vraiment spécifiquement les maisons de retraite en fait, hein. Donc on vous invite vraiment à le consulter. Il est vraiment très concret, très bien fait et très facile d'accès. On vous a mis la Et alors référence, évidemment, oui. on vous a mis la référence à la fin, on vous a mis tout un tas de bibliographies pour vous donner des idées. Et oui, merci de l'avoir précisé, parce qu'en plus, ça, l'heure file et on risque de vite filer.
Et évidemment, bah, en France, la question se pose et en même temps, le cadre légal reste assez clair qu'on ne peut pas mettre en relation une personne qui exprime un besoin et une personne qui propose des services sexuels, hein. Ça s'appelle du proxénétisme. En France, c'est pas autorisé. Mais dans des pays comme la Belgique ou la Suisse, ce sont des possibilités qui s'offrent aussi pour répondre à ces besoins-là. Mm. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les solutions, Charlotte. Je voulais juste partager aussi une anecdote autour la possibilité qu'on a en tant que professionnel de être aidant dans la notion de temps d'intimité, notamment quand il y a des soins infirmiers présents très, très importants ou qui peuvent rentrer en compte dans l'intimité. Je pense notamment à des sondes urinaires, à ce genre de choses. Je sais que je me suis retrouvée dans la situation d'un couple dont le monsieur était porteur d'une sonde urinaire à demeure. Ce qui faisait que moi, dans l'accompagnement que je devais faire auprès de ce monsieur, j'avais une surveillance autour de cette sonde urinaire et des soins que je devais lui proposer. Et que malgré tout, ce monsieur avait une vraie volonté aussi d'avoir une vie intime avec son épouse. Ce qui forcément était quand même problématique avec ce matériel médical. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a été amené dans une discussion où il a osé en parler avec moi et où voilà, où je lui ai dit que j'entendais sa demande et que j'avais besoin, moi, d'y réfléchir pour voir s'il n'y avait pas des solutions à lui proposer. Et notamment, vous voyez, sur le changement de sonde urinaire que je devais prévoir, moi, en tant que soin infirmier, je lui avais proposé qu'on mette en place un planning ensemble sur lequel, en fait, je lui proposais qu'on s'informe du jour de changement de sonde urinaire, sur la possibilité, en fait, de le laisser au moins 1 heure sans cette sonde et d'avoir un temps d'intimité avec son épouse sur cette heure-là pour pouvoir vivre un rapport sexuel comme il était possible pour lui de le vivre avec son épouse, mais sans avoir ce dispositif médical entre eux. Voilà, je pense que c'est aussi des choses sur lesquelles il peut être intéressant d'amener des réflexions. Le soin, c'est une chose, prendre soin des gens dans leur globalité aussi, ça compte, même si on a des soins techniques à faire qui peuvent être invasifs, qui peuvent entraîner dans même la perception du corps, du désir, de l'intimité, des choses pas toujours faciles. Et pour autant, bah, je trouve ça intéressant de se dire que nous aussi, à notre niveau, on peut agir là-dessus. Et que c'est aussi à ça que notre mission nous amène à vivre, enfin à ça qu'elle nous amène à essayer comme piste. Donc voilà, c'était un exemple de solution dont je voulais vous parler bah voilà, parce que je trouve que ça compte aussi de se poser des questions dans le soin technique en soi. Voilà. Mais bon, le changement de regard, on y va, on y vient. Voilà, on est résolument positive avec Marie pour se dire que le sujet, alors même si nos amis belges et suisses sont peut-être plus avancés parfois sur ces sujets-là, et notamment via l'assistance sexuelle, que nos amis canadiens aussi peuvent l'être, je pense qu'on y vient. Et pourtant, même les États-Unis, qui sont quand même très puritains à plein de niveaux, aussi, ils vont là, on a voulu vous partager une campagne de pub de Burger King publiée assez récemment avec cette mise en lumière de couples âgés qui viennent chercher leur Burger King, mais avec de l'amour et des positions contre une voiture ou dans la voiture parfois un peu marrante, pour vous montrer que c'est aussi parce que notre vision est là et que nous avons envie de partager sur ce sujet-là que je pense qu'on fera bouger les choses. Donc voilà, il y a une prise de conscience que ce besoin il est important, que c'est un vrai sujet et que ce n'est pas un non-sujet. Et donc déjà, on a envie de penser que, voilà, que les choses vont évoluer dans ce sens-là, en tout cas. Votre présence ce soir le montre aussi d'ailleurs. Voilà, on vous a fait une petite bibliographie de documentaires et de films en lien avec ce qu'on vous a partagé, notamment le film L'érotisme et le vieillage, si vous le cherchez. Alors, j'avais pas mis une jeune fille de 90 ans, tu vois, je l'ai oublié, Marie, mais si vous souhaitez avoir les références, vous le trouverez facilement hein, si vous tapez sur Internet le titre. Les livres et documentations écrites qu'on a pu nous aussi consulter ou lire ou partager, voilà. Je vous conseille la BD Suzette ou le Grand Amour que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, qui est aussi assez intéressant. Et la fameuse brochure dont vous parlez Marie sur
La charte LGBT, c'est le guide Circle qui est à la fin là dans les livres et documentations. Et on fait aussi un clin d'œil à deux photographes qui ont souhaité mettre en lumière la vie affective et sexuelle des personnes âgées et dont vous avez vu les photos tout au long de ce webinaire. On tient d'ailleurs à les remercier chaleureusement de nous avoir autorisé à partager leurs photos. Voilà, donc Clélia Rocha et Ariane Clément. Vous pourrez aller voir ce qu'elles font. C'est aussi sur la mise en avant du corps vieillissant dans toute sa sensualité, du couple, de ouais, la coquetterie de la vieillesse dans toutes ses formes aussi. Il y a de magnifiques choses à voir. Mm. Consulter. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marie. Non, que la liste est évidemment pas exhaustive. Voilà, je vous disais, la série Septième ciel, je l'ai découverte il y a pas longtemps et voilà, j'ai été ravie d'apprendre qu'il y avait une série française qui existait sur le sujet de l'amour, la vie affective et sexuelle des personnes âgées. Et apparemment, c'est une série de qualité que je vais m'empresser de regarder dans quelques jours après ce webinaire. Donc voilà, la liste n'est pas exhaustive et puis on est intéressé aussi si vous souhaitez partager vos propres références. Évidemment. Voilà. On va clôturer du coup ce temps de webinaire. On est désolé, on a largement éclaté le timing. Ouais, l'éloge de la lenteur, Charlet. Ouais, on peut pas. C'est la lenteur, l'adaptation, toujours, elle est là, elle est importante. Merci beaucoup à vous pour votre présence, votre Ouais. écoute. Merci à vous aussi pour votre bienveillance, Jeanne. Voilà, ça nous a fait plaisir de pouvoir partager ce sujet avec vous. Ça fait partie de nos réflexions au sein d'AGED, Montessori Lifestyle. On est en train de réfléchir à travailler sur une vraie formation, puisque j'ai vu aussi qu'il fallait former le personnel. Donc évidemment, ça fait partie de nos développements à venir. Mais voilà, on avait envie déjà de vous partager nos réflexions, d'avoir vos ressentis là-dessus. Merci vraiment à tous de votre présence, ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Ouais, ouais, merci infiniment. Alors Marguerite, vous n'aurez pas le diaporama, mais l'intervention sera en replay. Voilà, donc vous pourrez reconsulter l'intervention. Euh, Peut-être, est-ce que Shirley, on prend 2 minutes quand même pour répondre aux deux questions qui ont été posées dans le QNR? Oui, évidemment, s'il y a des personnes qui ont vraiment des questions autres, voilà. Mais en fait, je crois qu'on a répondu parce que Justine posait la question de l'achat de sextoys et de l'achat et du nettoyage. Donc, on en a parlé un petit peu. Et Lucie abordait la question de différence entre libido et désir sexuel. Alors, Mm. moi, si je peux répondre de ma vision, Marie, je te laisserai peut-être ajouter quelque chose là-dessus, mais je crois que la différence se joue sur la notion d'instinctivité. La libido va être amenée comme une recherche instinctive du plaisir, quelque chose de l'ordre de la pulsion d'instinctif qui n'est pas contrôlé. Alors que le désir sexuel va plus être quelque chose de l'ordre de l'envie qu'on amène dans le souhait d'avoir une relation sexuelle. Voilà, si je me trompe pas, la différence est à ce niveau-là. Oui, alors après, disons que la différence à l'heure actuelle, elle est faite surtout par, on va dire, les spécialistes, mais c'est devenu essentiellement un synonyme hein, maintenant. En fait, à l'origine, le mot de libido même, il concernait des recherches de plaisir, pas que sexuel. Hein, alors de la psychanalyse, je pense, si je me trompe pas. Voilà, mais je pense qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est utilisé comme des synonymes, mais oui, je suis d'accord avec toi sur enfin, la différence au niveau des notions. Et alors, pour les achats de sextoys et liés à la sexualité, qui gèrent les achats et le nettoyage, je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué. À la fois, ben, on peut aborder le sujet avec la personne directement. En tout cas, de mon point de vue, la famille doit pas forcément être sollicitée pour l'achat de sextoys. Ça me paraît pas adapté. Personnellement, j'aimerais pas qu'on vienne me voir pour me demander. Même si je le ferais volontiers, mais je suis pas sûre que j'apprécierais qu'on vienne me voir pour me demander d'acheter un sextoy à ma mère. Voilà, mais après, on peut voir au niveau de la gestion de l'argent, de demander à la famille de l'argent. Et j'entends que potentiellement, ils demandent, mais déjà, si la personne n'est pas sous tutelle, en fait, normalement, elle n'a pas forcément à justifier toujours des achats qu'elle fait.
Ensuite, pour l'anecdote, en ce qui me concerne, la question s'est posée une fois à l'EHPAD où je travaillais. Et suite aux réflexions qu'on a faites au niveau éthique, c'est l'association de l'EHPAD qui allait financer l'achat de ce matériel. Parce qu'il nous paraissait pas du tout concevable de solliciter la famille. En fait, elle n'avait rien à voir dans cet achat. Et évidemment, l'habitante concernée ne souhaitait pas du tout informer sa famille de l'achat de ce matériel, quoi. En ce qui concerne le nettoyage, on a parlé aussi de la possibilité que ce soit des professionnels de l'accompagnement qui le fassent. Mm. J'ai pas vu d'autres questions, donc je pense qu'on a, Non, j'en ai pas vu non plus. non, je pense qu'on a pu répondre. Bah écoutez, si vous en êtes d'accord, on va donc clôturer le webinaire ici. Merci à tous. C'est génial, je vois les commentaires, c'est super. Ouais, mais merci beaucoup pour tous vos retours, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis merci d'être resté avec nous aussi tard aussi. Ouais, du coup, on vous a retenu un petit peu, mais vraiment, c'était un vrai plaisir voilà, de pouvoir partager avec vous ces notions-là. Et puis, bah, à bientôt pour un jeudi Montessori sur une autre thématique, certainement. Et donc, normalement, ce webinaire sera monté et mis en libre accès sur notre chaîne YouTube, en espérant qu'on ne sera pas censuré. Voilà. On serait resté toute la nuit. Bah oui, c'est le thème, Anne, évidemment. Et toute la journée, peut-être aussi, pourquoi pas. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Merci, Merci Charlotte. merci Marie. Bonne fin de soirée. Au revoir.